Les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont devenues des réceptacles pour des criminels qui, depuis plusieurs mois, prennent plaisir à commettre des atrocités sous le prétexte des revendications et qui ne cadrent pas avec la norme. En l'espace d'une semaine, ils ont fait parler d'eux dans ces deux régions dites anglophones, entre carnage de Kumba, enlèvement des enseignants et élèves de Kumbo, saccage de Koulou Memorial College à Limbé, au cours duquel des élèves et enseignants sont tabassés et dénudés, et le kidnapping récemment de Christian et cardinal Toumi, le chef supérieur Nso à Baba Premier sur la route Bamenda-Kumbo. Tout y passe. Comment comprendre cette escalade de violence dans ces régions en crise depuis pratiquement 4 ans? Quelles sont les solutions à entreprendre pour arrêter la saignée? Parmi autant de questions, parmi tant d'autres que nous aborderons ce dimanche dans le cadre de cette autre livraison de cet hebdo sur Spectrum Télévision. Les invités choisis encore et comme toujours sur le volet sont déjà en plateau cet après-midi. Docteur Edouard Fauchivé, bon après-midi. Bon après-midi et bonjour à tous vos téléspectateurs et merci d'avoir associé le RDPC. Justement, vous venez de le dire, vous êtes militant du Rassemblement démocratique pour le peuple camerounais. Vous êtes donc en plateau cet après-midi en tant que communicant de ce parti. Également en plateau avec nous cet après-midi, c'est Achille Azemba. Bon après-midi. Merci Narcisse, merci de me faire l'honneur de participer à cette émission de grande écoute et permettez-moi également de transmettre un salut fraternel à toutes mes populations, celle de la commune de Raspondo à la 3e. Vous êtes opérateur économique, militant du Social Democratic Front. Vous êtes donc là aujourd'hui pour ce parti. J'imagine que le SDF se porte très bien. Bon, se porte bien, oui, comme le Cameroun. K1, mais nous restons sereins et debout. Également avec nous en plateau ce dimanche, Denis Kwebo, journaliste et consultant attitré de cette émission. Bon après-midi, Denis. Bon après-midi Narcisse et salut à tous ceux qui nous regardent. Je suis content et fier de servir le Cameroun, défendre le Cameroun tous les dimanches de façon assez gracieuse. Vous savez que dans les grands pays, on a des hommes qui sont des bénévoles. Et il y a beaucoup de Camerounais qui, dans tous les segments de la vie publique, tous les segments de l'économie, tous les segments de la société, servent leur pays. Donc je fais partie de cela. Tous les dimanches, je viens porter la parole de ceux qui veulent que le Cameroun existe. Encore attendu en plateau ce dimanche, Max Ouabo, militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il est lui aussi opérateur et économique. Alors, chez monsieur, avant que d'embrayer sur le fait majeur retenu donc ce dimanche, j'aimerais avoir votre point de vue sur la victoire de Donald Trump. En tout cas, c'est ce que les médias de Joe Biden, je m'en excuse. C'est vrai que jusqu'ici, c'est les médias américains qui le disent de façon officielle. Ça n'a pas encore été dit. Alors, une réaction très rapidement, docteur Edouard Fauchivé? Mais quelle réaction sinon je m'inquiète plutôt. Vous attendiez à la victoire de Joe Biden? Ben non, disons que depuis pratiquement 5 ans, en termes de tout ce que les journalistes et les données statistiques nous montrent ne se révèlent pas comme vérité aux États-Unis depuis l'arrivée de Trump. Donc, je ne m'attendais pas. Particulièrement, l'arrivée de Biden, pour nous, disons, au niveau international, c'est que Trump a pu montrer à la face du monde. Donc nous savions que les Américains devaient se ressaisir pour reprendre le contrôle au niveau international. Par contre, ce que je note, c'est la dégradation de la physionomie démocratique des États-Unis. Et il faut le dire, parce que quand on voit que on a toujours placé les États-Unis comme la première nation démocratique, mais ce que nous avons vécu depuis 4 jours montre que les pays africains doivent se poser la question de savoir si on doit encore s'appuyer sur l'exemple américain.
Donc, je vais dire, vous avez tous vu à Mondovision la guerre des chiffres, la proclamation des résultats, et ça m'a donné une impression de voir l'histoire des présidents élus au Cameroun. Et j'ai peur que bientôt Trump sera déclaré président élu. Fixez mon regard. Et donc, il faut faire très attention en attendant maintenant que les organes constitutionnels puissent approuver l'élection de Biden, mais je crois que la démocratie américaine est fragilisée aujourd'hui. On regarde ce qu'on a vécu donc aux États-Unis ces derniers temps, Trump qui n'entend pas accepter ces résultats. Peut-on donc désormais faire un rapprochement entre le Cameroun et les États-Unis? J'ai dit que bientôt Trump va se déclarer. Quand je dis président élu, ça veut dire que je parle d'un certain parti politique au Cameroun. Donc il faut faire très attention. Nous y sommes. Et quand on Trump qui veut mettre des milliards de francs pour pouvoir saisir la justice afin de contester la victoire, vous comprenez que nous sommes nous ne sommes plus aux États-Unis, mais nous sommes dans certains pays africains et certains leaders politiques qui ne voient que le résultat. Alors, Achille Azemba, Joe Biden, probablement le prochain locataire de la maison ovale. Vous attendez à ce résultat? Oui, probablement. Je profite de l'occasion que vous m'offrez pour présenter mes sincères félicitations par anticipation au président Joe Biden. Et je voudrais également rebondir par rapport à ce qu'a dit le grand frère Fouchivé par rapport à son analyse que je ne partage pas entièrement. C'est vrai qu'il y a des choses pertinentes dans ce qu'il a dit, mais cette élection m'a laissé un goût amer. Non pas que le système électoral américain est dégradé, mais il a été fragilisé par un individu qui, à un moment donné, s'est comporté comme un très, très mauvais perdant. Parce que, voyez-vous, il n'y a rien qui a été modifié dans le système électoral américain. Le vote par procuration existe depuis longtemps. Et c'est vrai que le candidat Trump a amené une certaine embellie économique aux États-Unis durant les 4 ans, mais il a eu aussi la malchance, et en politique, ça arrive, de pouvoir retrouver la pandémie du Covid-19 sur son chemin, ce qui a un peu dégradé les choses. Il devait, en tant qu'homme politique, accepter cela et le comprendre. Alors, quant à remettre totalement un système qui a quand même fonctionné, système par lequel il est venu au pouvoir, ça me paraît quand même bizarre. Parce que dès le départ, il a avancé cette intention. Bon, nous pensions qu'il aurait suffisamment de la jugeote pour ne pas en arriver là. Mais j'ai comme l'impression qu'il veut absolument saboter la victoire de Joe Biden. C'est vrai, il y a des recours en justice, mais le système électoral américain a quand même des canevas et des leviers qui permettent un certain type de contrôle. Quand j'écoute les avocats du président Joe Biden dire que leurs représentants n'ont pas eu accès au dépouillement, ça peut peut-être être vrai, encore faut-il le vérifier, mais ce n'est pas pour autant que forcément il y a eu fraude. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas été là au dépouillement que vous allez directement conclure à la fraude. Vivement qu'il revienne à de meilleurs sentiments, qu'il appelle Biden pour lui présenter ses félicitations comme ça a l'habitude de se faire, et qu'on passe à une autre étape, c'est-à-dire de pouvoir travailler pour l'amélioration des conditions de vie des Américains qui, pour la plupart également, vivent un certain nombre de difficultés. Bon, maintenant, quitte à comparer le Cameroun et les États-Unis, je crois qu'ils ont un système qui peut avoir des choses à redire, mais en termes d'organisation, d'évolution, ils ont une longueur d'avance sur nous. D'accord. Denis Kouébo, Donald Trump, qui n'entend pas respecter les résultats ou le verdict des urnes, il entend également, par une occasion, saisir la Cour suprême. La démocratie américaine était désormais en péril? Bon, permettez que je dise que nous assistons depuis quelques années à une crise du capitalisme, parce que la démocratie, c'est l'étape supérieure du capitalisme. Est-ce que vous avez vu comment est-ce que la gauche et la droite françaises ont disparu à un moment donné? Avant, il y avait les républicains en France aussi, et puis il y avait les socialistes. Ça a disparu progressivement,
pour que ce soit seulement le capital, c'est-à-dire c'est l'argent qui installe les présidents en France maintenant. Et tout le monde a vu également comment est-ce qu'il était presque impossible d'avoir un Premier ministre en Belgique, difficile d'avoir un Premier ministre en Italie, difficile en Allemagne également, avec tout le monde connaît les péripéties. Vous avez vu la Grande-Bretagne sortie, n'est-ce pas, de la zone de l'Union européenne. Je crois qu'il faut dire que Trump a brisé le mythe de l'arrangement qu'il y a toujours eu aux États-Unis. Lorsque j'étais au département d'État il y a quelques années et on nous expliquait comment est-ce que ça se passe. Il y a des gens qui se lèvent au beau matin aux États-Unis, ils sont candidats républicains, et quand ça leur chante la prochaine fois, ils sont plutôt candidats démocrates. C'est comme ça, il n'y a ni démocrate. Il y a deux partis politiques qui fonctionnent là-bas. Il y a deux partis qui... il y a des Camerounais qui n'ont même pas su qu'il y avait... Est-ce qu'il y avait deux candidats seulement? Bon, disons qu'ils commencent par... à l'élection, il y avait combien de candidats? Deux. C'était pas seulement deux candidats. On parle des candidats républicains, du candidat démocrate, mais l'élection est plus complexe aux États-Unis que ça. Les gens ont décidé sur eux que c'est eux qui tiennent le pouvoir en Amérique, c'est eux qui décident de qui sera président dans 4 ans, qu'il soit républicain ou démocrate, c'est la même personne qui choisit le président. On regarde seulement les profils. En fait, ça, c'est le lobby juste. Ça. Bien sûr. Et les caucus, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça n'a jamais fonctionné que comme ça. Et vous avez dit qu'il ne faut pas rapprocher. Au Cameroun, ça fonctionne exactement comme aux États-Unis, comme en France. Au Cameroun, il y a des lobbies qui choisissent le chef de l'État, qui choisissent même les dirigeants. C'est le même lobby qui est au Cameroun, qui choisit au Cameroun là, qui choisit en France. Le même lobby, c'est pas différent. C'est le même lobby qui choisit aux États-Unis. Sauf que la différence entre le Cameroun et les États-Unis, c'est que le lobby américain trouve au moins la possibilité de changer. Mais au Cameroun, le lobby américain n'a jamais changé. Le lobby américain a une forme de changement qui correspond au niveau d'arriération politique des Africains. Je viens, Edouard. Edouard, je le dis parce que j'ai entendu beaucoup de gens placer leurs espoirs en Joe Biden, qui a assassiné l'un des Africains les plus émérites, les plus valeureux, Kadhafi. Le même Camerounais qui s'est offusqué de l'assassinat de Kadhafi applaudit pour Biden. C'est que ce que les Occidentaux ont réussi à faire, ils ont réussi à nous installer un appareil qui décide de notre façon de réfléchir. Sinon, les Africains ne devaient pas être en train d'applaudir pour quelqu'un qui a assassiné Kadhafi. Les Africains n'ont pas applaudi parce que les Africains aujourd'hui peuvent applaudir l'arrivée de Biden parce que Trump a déclaré à Mondovision que l'Afrique était une pourriture. Voilà, je viens. Et donc, je crois que Trump, et pour moi, Trump est nettement mieux parce que Trump n'a pas assassiné un chef d'État africain, Trump n'a pas assassiné un enfant de l'Afrique, alors que ceux que nous présentons comme les démocrates ont assassiné des gens en Afrique. Vous savez qui était au pouvoir quand... Oui. C'était pas... De toute façon, ce n'est pas le sujet inscrit à l'ordre du jour. Il faut chuter. Il y a eu une élection aux États-Unis. Nous estimons que la démocratie américaine, telle qu'elle fonctionne, a donné le verdict des élections. Les Américains ont le président qu'ils méritent. La leçon que nous devons tirer en tant qu'Africains, c'est que un Américain, fût-il noir d'origine kenyane, fût-il noir d'origine jamaïcaine, est un Américain. Il n'y a que nous, les Camerounais, les Africains, qui de temps en temps hésitons à assumer notre citoyenneté. Donc, ce qu'on peut apprendre, c'est que j'ai suivi le candidat Biden, lorsqu'il a été élu. Il s'est adressé à ses partisans. Sûr, il a dit, ceux qui n'ont pas voté pour moi ne sont pas vos ennemis. Est-ce que vous entendez souvent des leaders politiques en Afrique, même sur le plateau? Vous allez voir, dans ce débat aujourd'hui, on va constater que c'est rare de trouver un Camerounais qui va dire je ne suis pas d'accord avec le maire Azemba ou avec Edouard Fauchivé, mais ça ne doit pas nous amener, n'est-ce pas, à sortir des couteaux. Je ne suis pas d'accord. Si on ne partage pas les mêmes idées, on peut les mettre sur la table, on examine et le peuple souverain a la latitude d'apprécier. Mais ici, les gens veulent vous imposer leur opinion. On a un chef d'État qui est élu et qui dit à ses partisans, l'adversaire politique n'est pas notre ennemi. Donc, on est américain avant tout, on est américain après tout.
je copie aussi et je dis que nous sommes Camerounais avant tout. D'accord. Et on sera Camerounais après tout. D'accord. Alors, la presse locale, je ne sais pas, garder tout au long de la semaine de parler du transfèrement de quelques cadres du mouvement pour la renaissance du Cameroun, à l'instar de Bibou Nissak et Alain Fogué en Kondegui. D'après les tabloïds, cela fait suite à une décision du tribunal militaire de Yaoundé. Alors, Achille Azemba, une décision du tribunal militaire de Yaoundé qui arrive au moment où la presse annonce également pour les tout prochains jours un probable passage du leader du MRC, Maurice Kamto, au stade sous Bodereau. Une nouvelle arrestation de Maurice Kamto? Bon, je dirais que cette décision m'offusque quand même parce que c'est vrai que ça coïncide également, nous sommes pratiquement le 8 aujourd'hui, et il y a 2 jours, le parti au pouvoir célébrait l'an 38 du renouveau, mais je me souviens d'une parole prononcée par le président de la République, Paul Biya, qui disait que aucun Camerounais n'aurait à être poursuivi pour ses idées. Mais c'est quand même peut-être paradoxal que aujourd'hui, qu'on en vienne à embastiller ou emprisonner des compatriotes qui ont émis le vœu de présenter un point de vue qui est contraire à celui de... Parce que quand vous déposez une déclaration en manifestation, c'est pour vous exprimer par rapport à une situation dont vous n'épousez pas les idées de celui qui est en face de vous. Parce que, bon, c'est vrai, c'est un procès d'intention qu'on peut faire. Je ne suis pas l'avocat du MRC. Le représentant du MRC se fera un plaisir de peut-être dire non, monsieur, mais j'analyse en tant qu'observateur, parce que nous aussi, acteurs, en tant qu'observateurs, acteurs, parce que nous aussi, au sein du SDF, sommes régulièrement victimes de ce type de machination que vous demandiez à manifester pour exprimer un point de vue qui n'est pas celui de ceux qui tiennent le pouvoir à ce moment-là et qui vous taxent de terroriste, de subversif ou de celui-là qui veut renverser les institutions. Au Cameroun, de nos jours, en arriver à pouvoir enfermer, emprisonner M. Fogué et Boubi Nissak, je trouve que c'est un peu grave pour le Cameroun aujourd'hui, parce que exprimer son point de vue, avoir une position différente de celle de l'autre ne devrait pas être un motif pour vous enfermer. Au contraire, du débat devrait jaillir la lumière, de la divergence de point de vue, on devrait pouvoir en arriver à trouver un consensus pour pouvoir développer le Cameroun, parce que c'est de ça qu'il est question. Si on peut déposer sur la table toutes les bonnes idées venant des responsables qui nous gouvernent et peut-être de l'opposition, toutes ces idées-là posées sur la table, je crois que même si vous êtes le responsable d'un ministère le plus feignant, vous qui avez la responsabilité de la direction d'un département ministériel, vous pouvez aller dans cette flopée d'idées et trouver la meilleure idée pour pouvoir faire avancer le Cameroun dans votre domaine. Quand nous en sommes à nous dire que bon, parce que quelqu'un a demandé à manifester forcément, c'est pour faire partie du président, au point de le tasser de terroriste jusqu'à l'emprisonner. Moi, je trouve que c'est quand même faire preuve de pas suffisamment de tolérance. Alors, Edouard Fauchivé, quelle analyse faites-vous de la situation actuelle du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, et dont la presse dit qu'il est en résidence assignée? C'est important de rappeler que jusqu'ici, il n'y a aucun test juridique qui le définit de façon claire. Quelle analyse en faites-vous? Je voulais d'abord apporter une correction à ce que M. le maire vient de dire. Il faut faire très attention, et nous, les hommes politiques, vous et moi, nous devons avoir un langage politique pour ne pas permettre, pour ne pas laisser le côté obscurité nous envahir. Vous venez, je corrige ce que vous venez de dire. Il nous souvient que le président du MRC a dit, et je le cite, que si le corps électoral du régional est convoqué, il n'appellera plus ses partisans à sortir. Ils doivent tout de suite aller pour déloger le président de la République. Je crois que c'est clair. Nous, si vous ne le savez pas, je parle à mon vision, on me suit. C'est différent. Donc ce que vous êtes en train de dire et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que l'État, au niveau maintenant
de son pouvoir, pensait donc que la sortie, cette marche du 22, c'était pour arriver à ce qu'eux, ils avaient dit. Donc il revient à eux de dire que ce n'était pas ça. Mais en attendant, la justice maintenant prend donc acte de ce que, puisqu'ils sont sortis effectivement, la justice prend acte. Et donc nous ne pouvons pas aujourd'hui dire une forte démocratie, c'est celle qui a une justice qui est vivante. Lorsque vous ouvrez, vous parcourez aujourd'hui le code pénal, vous vous rendez compte que si on va déloger un président qui est élu, il y a trop de termes, c'est de l'insurrection, c'est de ceci. Et le code pénal a défini normalement le canevas pour pouvoir, n'est-ce pas, faire en sorte que les responsables normalement soient donc punis. Et donc, pour revenir à M. Moto, à ce que vous avez dit, je crois que pour un homme politique aujourd'hui, nous venons de dire tout à l'heure, nous venons de critiquer Trump. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on critique aujourd'hui nos responsables politiques? Pourquoi le président Ni Jong-fundi n'est pas encerclé aujourd'hui? Parce que le langage qui tient n'a rien à y voir dans le cadre aujourd'hui. Mais il a été aussi en son temps, j'espère que vous n'oubliez pas. N'oubliez pas que c'était la période de la base de la mise sur pied de la démocratie. Mais aujourd'hui, je dis que ça soit lui ou son premier vice-président, le langage est contrôlé. Lorsque vous dites par exemple que vous allez déloger un président qui est élu, ça donne tout de suite la force, le président de la République dans le cadre constitutionnel garant aujourd'hui de la sécurité et de la protection de l'État. Donc si vous voulez le déloger, il a des forces spéciales pour empêcher que vous le délogez. Ça c'est clair. Et donc je crois que ceux-là aujourd'hui c'est à eux et à leur conseil d'apporter maintenant des preuves qu'ils ne l'ont pas dit. Et dans ce cas donc, la justice camerounaise et le procureur, ceux qui ont déféré donc ceux-là en prison, devront donc en tenir compte. Quant au président maintenant, Maurice Kamto, qui est donc en résidence, si on peut dire comme ça, chez lui, je crois que la justice saura normalement qualifier, parce que là aussi, derrière une démocratie, il faut qu'il y ait une justice normale. Il faut qualifier, il faut dire au peuple, aux Camerounais, pourquoi il est dans ce cadre. Sinon, on le prend et on l'amène là où les autres sont. Je dis donc qu'en état actuel où il est complètement entouré par gens, ça donne une mauvaise image. Et donc, il faut que la justice prenne normalement, que la justice joue son rôle pour qualifier maintenant, dire exactement ce que la justice reproche à Maurice Kamto. Alors, comprenez-vous les chefs d'accusation qui sont collés au cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun? Ces chefs d'accusation sont évoqués donc par le tribunal militaire de Yaoundé. On parle de tentative de révolution, rébellion, attroupement aggravé. Bon. Avant de répondre directement à la question, je vais quand même exprimer ma gêne. Je suis gêné de partir de chez moi chaque dimanche parce que je veux aider à analyser, à faire comprendre que le thème, que ce soit sur notre plateau ou sur tous les plateaux, ce sera le nom des personnes. C'est-à-dire que ça, c'est Maurice Kamto avec Paul Biya. Entre les deux protagonistes, c'est-à-dire que nous sommes 25 millions de Camerounais, mais vous voyez que vous êtes obligés vous-même. Chaque dimanche, vous invitez même le SDF, vous nous mettez là, vous prononcez le nom de deux personnes. Ça devait nous poser un problème en tant que citoyen d'un pays qui a d'énormes problèmes. Je crois que peut-être que c'est fait à dessein pour que tout notre temps soit utilisé uniquement à parler des choses qui ne sont pas fondamentales. Et moi, j'assume le fait que ce n'est pas fondamental pour notre pays. Une chose, moi, je ne suis pas juriste. Je suis un défenseur des droits en tant que syndicaliste. Je suis un apôtre de la liberté. Et la liberté, bien sûr, elle est sous contrôle. Elle est sous contrôle de tous les éléments d'ordre public, la loi. Lorsque on a des questions qui relèvent de la chronique judiciaire, nous on fait attention. Donc, monsieur le professeur Kamto n'est pas condamné. Il n'y a pas d'accusation, de chef d'accusation officiellement lié contre lui. Donc on ne sait pas ce qu'on lui reproche. Personne nous a dit qu'on lui reproche quelque chose. Après, je l'ai vu sortir de sa maison la dernière fois et puis j'ai l'impression que c'était plutôt ambiance bon enfant avec ceux
qui sont censés être en train d'embastiller ou bien de l'empêcher de sortir. Donc, et par contre, on a des Camerounais, je vous l'ai dit depuis le début, ce n'est pas seulement 9 militants du MRC qui ont été envoyés en prison. On a envoyé des dizaines de jeunes Camerounais. Peut-être que lorsque le nom sonne fort, lorsqu'il y a un professeur ou docteur derrière le nom, on a l'impression qu'il y a un de nos amis compagnons, CBA, qui est en prison, dans le cadre de Béas qui était avec nous tout le temps ici. Il est en prison. Moi, j'aurais bien voulu que sa place soit ici, parce que je ne crois pas qu'il soit un criminel. Tous les Camerounais sont soumis aux mêmes lois. Donc, si j'enfreins une loi, je vais assumer, que ce soit par omission ou volontairement, je dois pouvoir assumer. Pour l'instant, donc, il y a des accusations, des chefs d'accusation contre les 9 militants du MRC et contre d'autres militants du MRC. Ce qui m'intéresse, c'est le procès. Le procès pour que, puisque la charge de la preuve incombe à l'accusation, ceux qui les accusent vont apporter des preuves devant un tribunal. Et ce qui doit être dit, c'est qu'il n'y a qu'un juge ou un collège de juges pour condamner quelqu'un au Cameroun. Donc, que ce soit moi, vous, n'importe, ou un adversaire ou un partisan du MRC ou de Moïse Kamto, personne ne peut dire, je n'ai pas envie de dire si c'est bien ou pas qu'on ait interpellé les gens. Nous avons travaillé sur la surpopulation carcérale. Il y a près de 5000 personnes à la prison de New Bell ici. Sans jugement. Sans jugement. Donc, ces gens-là, pourquoi est-ce qu'on pense que je ne peux pas penser que le sort de 40 personnes ou de 50 soit au-dessus du sort de tout cela. Si on veut parler des conditions de détention des citoyens, est-ce que le principe de l'habeas corpus ne fonctionne plus? Est-ce que ce n'est pas possible de... Surtout, Restons sur le chef d'accusation. On parle des tentatives de révolution, rébellion à tout moment aggravée. Est-ce que, d'après vous, ces chefs d'accusation cadrent avec la réalité sur le terrain? Est-ce que c'est ce qu'ils ont exactement fait? Non, je ne peux pas savoir. Demande des journalistes. On n'a pas interpellé le professeur Foguet ou Younisak lors d'une manifestation. Tout à l'heure, ce n'était pas lors d'une manifestation. Alain Foguet a été interpellé nuitamment. Et pour l'instant, personne n'est en mesure de dire pourquoi il a été interpellé. Il disait que les accusations ne sont que des accusations en droit. C'est des accusations. Si on veut faire foncer l'état des droits, notre seule exigence est que une accusation n'est pas une condamnation. Ça, c'est la position de principe qui doit être notre position. Ce n'est pas parce qu'on a énoncé une accusation très grave contre vous que ça devient vrai ou bien que vous êtes déjà coupable. Donc nous, ceux qui défendent la liberté s'assurent qu'il y ait un procès équitable pour toute personne accusée. Si les charges sont suffisamment... S'il y a les preuves, je ne crois pas qu'on peut contester s'il y a des preuves. S'il y a des preuves irréfutables contre des citoyens, on ne peut pas se mettre à travers la justice. Mais si l'accusation tient les deux preuves, ça va poser un problème à tout le monde, quel que soit le bord politique où on se trouve. Moi, je dis que la question peut-être que le problème, c'est que ce n'est pas à moi qu'elle s'adresse. Moi, en tant que journaliste, ce qui m'intéresse ici, surtout, c'est le contexte. Il y a un contexte qui a entouré tous ces événements-là. Et bon, le représentant du RDPC l'a dit à sa manière. Lorsque, vous avez suivi, tout à l'heure on a parlé des États-Unis, on est arrivé à un point où l'État peut même se désintégrer de notre fait à travers la guerre verbale. C'est vrai qu'il y a eu des déclarations, de grandes annonces. Quelquefois, nous ne faisons pas la différence entre la politique politicienne, c'est-à-dire entre des arguments politiques et des glissements qui peuvent, n'est-ce pas, être de nature à nous entraîner loin. Si je dis que le SDF n'est pas le plus grand parti politique du Cameroun, le maire Azemba, en tant que militant, ne peut pas me porter plainte. Et puis, je ne peux pas aller en prison pour ça. Il y a des déclarations et c'est une tendance générale au Cameroun. Il y a des déclarations... Non, ce n'est pas la même chose, monsieur. C'est pas la même chose. Je dis que quand on est dans la bataille politique, les solutions sont politiques. Là, les batailles politiques ne se font pas en justice. C'est ça le problème. Et je crois que nous ne sommes pas plus intelligents que les stratèges du MRC. Tous ces gens qui sont envoyés, quand on voit le professeur Foguet n'est pas un enfant de cœur.
Donc, je pense que quand il pose un acte, il sait exactement oui, pourquoi il le fait. Et il ne nous a pas dit, j'ai suivi aussi mon frère Bibou. Bibou ne nous a pas dit qu'il se sent, il est en enfer. Je dis qu'il pense qu'il est dans une démarche politique et que son combat va payer. Ce n'est pas la prison pour un homme politique qui n'est pas... D'accord, ça qu'on peut donner autre sujet qui n'est pas passé inaperçu dans la presse, c'est les 38 ans du renouveau. Alors Achille Azemba, 38 ans du renouveau, ça se célèbre ou pas? Si tu peux me permettre, avant d'arriver aux 38 ans du renouveau, je voudrais quand même dire à Denis, c'est vrai, la prison ne devrait pas effrayer un homme politique, mais encore faut-il que les chefs d'accusation qui sont portés contre vous soient justifiés. Mais voilà, parce que... non, mais c'est justifié. Je vous crois aussi, monsieur, je vous coupe pas également. Même si c'est justifié. Quand Rosa Parks décide de ne pas céder son siège, est-ce que la loi interdit qu'on s'asseye là? Mais elle défie, elle est même prête à aller en prison. C'est ça que je disais que, a priori, parce que vous pouvez mettre un homme politique en prison et faire plutôt passer son agenda. Tout à fait. Oui. Bon, maintenant aussi, par rapport aux déclarations, il ne faut pas qu'on se trompe. Revenons aux États-Unis. J'ai écouté un des anciens conseillers du président Donald Trump à l'époque. On lui avait posé la question de savoir si le président Donald Trump était fou. Il dit non, le président Donald Trump n'est pas fou, mais pour lui, il est mentalement inapte à la fonction. Voilà. Donc, si c'était au Cameroun, on l'arrêterait et on dirait que... Il a dit qu'il n'est pas fou, il a dit la même chose. Il a dit il a dit la même chose. Non, mais justement, il a dit la même chose et pourtant, il était libre. Comme pour dire que j'ai plus l'impression que c'est de la fébrilité dont fait preuve les responsables qui ont le pouvoir entre les mains maintenant qu'autre chose. Parce que si j'analyse d'une manière terre à terre, à ras du sol, le président de la République a été élu selon les derniers chiffres de l'élection présidentielle 2018 à 71%. Ça veut dire que c'est la majorité, la dictature de la majorité. Alors, la majorité des électeurs, parce qu'on est 25. Cher monsieur, non, on va évoluer, on va pas s'éterniser là. Répondons à ma question. Reparlons des 38 ans du renouveau. 38 ans du renouveau, ça se célèbre. Non, c'est à M. Fouchivi que tu posais la question de savoir si ça se célèbre ou pas. Moi, je pense que ça ne devrait pas se célébrer. Ou pour prêter l'intention à une activiste politique qui a l'habitude, ça devrait se célébrer en noir. Parce que pour moi, durant ces 38 ans, il y a eu beaucoup de rendez-vous, marqués. Je vais vous relancer. Oui. Et vous, David, avec le journal Singan, quand il dit par exemple qu'à sa grande une, du 6 novembre dernier, que Paul Biya, 38 ans de résilience à sa grande une. D'après le dit journal, le chef de l'État a consolidé la démocratie, a relancé l'économie et relevé de nombreux défis sécuritaires. Oui, moi je ne suis pas un partisan de l'extrémisme. Je n'ai jamais pensé que tout ce qui peut émaner d'un homme politique comme le président de la République qui a fait 38 ans au pouvoir est foncièrement mauvais. Mais je suis aussi contre son entourage qui daigne ne pas accepter la moindre critique en estimant que tout est clair, tout est bien dans le meilleur des mondes possibles. Mais toujours est-il dit que ces 38 ans pour moi sont plus teintés d'échecs que de réussites. Je vous donne quelques exemples. Premier fiasco, l'élection présidentielle de 92, avec ce qu'on connaît comme résultat. Chacun a sa propre analyse qu'il peut faire là-dessus. Ensuite, nous avons l'impression qu'au fil du temps, notre démocratie se dégrade. Parce que c'est vrai que la contestation est toujours là, mais il y a aussi qu'un minimum consensuel en matière, par exemple, de système électoral est demandé. Et je pense que si vous êtes autant fort, si vous êtes autant aimé, si vous êtes sûr de vous, à un moment donné, vous vous dites, ok, discutons de ces modalités. Loin de moi la prétention de penser qu'on peut avoir un système électoral clair au monde à 100%. La preuve, nous avons observé un candidat pour une élection présidentielle dans un pays réputé suffisamment démocratique et mettre des contestations. Donc partout, on peut connaître des contestations. Mais quand même, il y a un minimum qui devrait être préservé pour que, quand bien même, vous n'avez qu'à voir, quand on revient sur le cas américain, les gens s'efforcent
de dire après que Trump est mauvais perdant parce qu'il y a quand même un certain nombre de critères qui ont été définis au départ et qui ont trouvé l'assentiment de plusieurs personnes et qui n'ont pas été mis sur la table aujourd'hui. Comme pour dire que par rapport à ces 38 ans, moi j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de loupés. Par exemple, l'impunité qui s'est carrément installée, c'est quand même curieux. Et quand vous avez la possibilité de vous retrouver à l'étranger, vous vous rendez compte du mal qui est fait au Cameroun. Quand on arrête des hauts responsables pour enfermer sous prétexte, pas sous prétexte, en avançant qu'ils ont détourné beaucoup de milliards. Et une fois, on m'a interpellé, je crois que c'était en Éthiopie, pour dire « Ah, vous êtes Camerounais, le pays où chacun peut avoir la possibilité d'amasser beaucoup de milliards. » Vous voyez que ça ne fait pas une publicité au Cameroun. Et nous estimons que l'opération Épervier pouvait être une bonne idée au départ, mais la façon de la conduire a amené à penser que les clients sont choisis en fonction de leur tête. Surtout que le CF défendait la plupart des voleurs. Non, pas la Oui, plupart. Il a défendu beaucoup de grands voleurs. Les principaux grands voleurs étaient... Denis, tu oublies aussi de dire que c'est le Alors, qui a même déclenché le processus. Docteur doit faucher. S'il vous plaît, monsieur. Cher monsieur. Alors, c'est vrai que le ND a envoyé des conseils pour défendre Marafa, mais pour des raisons évidentes. Pas les voleurs. Pour des raisons évidentes. Non, un Camerounais était en difficulté, il a sollicité les autres étaient des Tchadiens. Non, si on vous demande de l'aide, quelqu'un qui est en difficulté vous demande de l'aide, même si c'est un criminel, je crois qu'il faut d'abord lui apporter de l'aide. D'accord, on vous a compris. Alors, docteur Edouard Fauchivé, peut-on parler d'une quarantaine d'années de clubs entretenus par l'homme, de la rigueur et de la moralisation, comme semble le dire le quotidien Le Messager? Non, je crois que finalement, le maire a finalement fait un développement. Pourtant, il a dit qu'il n'avait rien dit. C'est curieux. Je crois que quand on parle d'un bilan d'un homme d'État, il faut rester dans un cadre général. Et je crois que vous avez cité tout à l'heure la démocratie. Et je crois que dans son développement, c'est de cette démocratie qu'il s'agit. Vous voyez quelqu'un qui est arrivé avec un parti unique. Et donc aujourd'hui, nous parlons quand même de plusieurs partis. On peut s'arrêter là. Donc maintenant, le fondement, à savoir la modification, vous savez qu'il y a la bagarre aujourd'hui entre le fédéralisme, la décentralisation, etc. Ça, c'est à celui qui donne le ton, qui a gagné une élection. Quand on gagne une élection, on a un projet. Le RDPC ne peut pas gagner une élection avec la politique d'État unitaire décentralisée pour que le SDF vienne avec la notion du fédéralisme chaque fois. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons eu un projet de société où c'était l'État unitaire décentralisé et cet État unitaire décentralisé est en marche puisque le 6 décembre, nous allons faire les régionales. Et donc, cette démocratie aujourd'hui, bien qu'elle avance à pas lente, il faut dire aujourd'hui que les acteurs d'accompagnement de la démocratie, ce n'est pas seulement les acteurs du RDPC. Lorsque vous voyez des partis comme le SDF, qui était leader au niveau de presque le deuxième grand parti au niveau de l'Assemblée nationale, parti de 80 députés aujourd'hui à 12 députés, c'est plutôt au SDF de se poser la question de savoir qu'est-ce qui l'amène aujourd'hui à cette dégradation dans l'aspect démocratique du Cameroun. Nous avons vu des partis politiques comme l'UNDP, qui était à plus de 70 députés, qui se retrouvent aujourd'hui à 4-6 députés. Mais nous voyons par contre des jeunes loups qui montent, comme les Cabra Dibi, les Serge Baton, qui montent. Il faut aujourd'hui que vous posez la question, tant nous sommes en train de dire, nous avons fait un pas vers la démocratie, et il faut que vous posez la question de savoir qu'est-ce que vous avez fait comme pas au niveau de la démocratie pour partir aujourd'hui là où, puisque tout se décide au niveau d'une assemblée. Lorsque vous avez été à l'Assemblée nationale et qu'à un moment donné, nous avons compté que le RDPC était le deuxième et n'eût été la coalition avec le MLDR, le RDPC n'aurait pas dirigé au niveau de l'Assemblée nationale. En ce temps, vous étiez la deuxième force politique. Pourquoi en ce temps, dans les années 94, vous n'avez pas parlé de... Nous n'étions pas dans cette assemblée. Laissez-moi finir. Non, juste pour corriger, nous n'étions pas dans cette assemblée. Je parle des partis politiques, nous sommes en démocratie. Pourquoi les partis politiques qui étaient à l'Assemblée nationale n'avaient pas posé sur la table le principe de la modification, n'est-ce pas, du code électoral? C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que
Et je retrouve Denis quelque part, là où il disait qu'on peut préparer certaines personnes à diriger. Il me souvient que quand bien même vous avez, en 97, vous avez rejoint l'Assemblée nationale, vous n'avez jamais parlé de ce principe de modification du code électoral. Non. Mais donc, non, nous disons à l'Assemblée nationale, s'il vous plaît. Non, on dit, s'il vous plaît. Oui. Attendez là, nous ne discutons pas pour discuter. Vous savez, le principe au niveau du Parlement est tel que dès que vous avez un groupe parlementaire, comme vous l'aviez, il n'y a que maintenant que vous n'avez plus de groupe parlementaire, vous pouvez à la conférence des présidents déposer certains types de projets de loi qui passent et les autres peuvent suivre. Donc maintenant, mais sauf que dans la démocratie, le principe maintenant peut faire en sorte que les autres présidents n'acceptent pas de pouvoir passer votre projet de loi maintenant en plénière votre proposition de loi, et c'est ce qui fait problème. Mais disons donc c'est pour dire que Monsieur Moto, la démocratie est une réalité. Et si nous prenons la rigueur, donc au niveau de la rigueur et moralisation, telle que vous avez dit, nous pouvons, lui-même a dit. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on a frappé sur la table pour que les uns et les autres comprennent. Et nous avons les premiers ministres, les secrétaires généraux à présent, les ministres qui sont aujourd'hui en prison. Et ça n'a pas donné. C'est pour ça que les autres, quand on dirige un pays, on ne le dirige pas seul. Il doit avoir, et c'est pour ça que les partis d'opposition doivent être les partis qui accompagnent, pas les partis qui critiquent, pas les partis de rue. Et je crois que ce qui a échappé aujourd'hui dans le cadre de la moralisation au Cameroun, c'est que certes, le président avait lancé, nous avons vu quelques coups de poing, les autres partis politiques n'ont pas été vigilants pour que parce qu'il vient de dire l'opération Épervier a été devenue l'opération de chasser-croiser. Donc je ne peux pas croire. Vous ne pouvez pas dire que ceux qui sont là aujourd'hui sont en prison pour rien. Pourtant, la fortune publique avait été touchée. Il faut plutôt dire que cette opération doit continuer parce que jusqu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous avons encore, au ministère des Finances, on est encore en train de redresser plus de 500 personnes qui touchaient de l'argent, de consolider le fichier solde. Donc, ça veut dire que la leçon n'a pas, je crois que rien que qu'est-ce qu'on fait de ceux qui permettaient qu'on touche cette il faut les frapper. Est-ce que je suis en train de... Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que je suis en train de dire de laisser... On les frappe ou il faut les frapper? Il faut. Qu'est-ce que j'ai dit? Lui n'est pas procureur. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que je suis procureur? Il faut les frapper. Est-ce que je peux accepter? Aujourd'hui, nous venons de voir que certains ministres se sont assis à un pour dire, par exemple, qu'il faut que le consommateur prélève, par exemple, paye, par exemple, l'étude de téléphonie. C'est une fois, heureusement que le président de la République a été vigilant. Même comme vous dites qu'il n'est pas là, il est là. Donc, et heureusement qu'il a été vigilant. Donc, je crois que les 38 ans du RDPC, il y a du positif et du négatif. Et c'est ça un parti politique. Et donc, quand vous avez un parti politique où vous avez une opposition forte, une opposition constructive, le parti, celui-là, puisqu'il sait que demain, il sera à l'opposition, et c'est pour ça que j'ai rejoint tout à l'heure Kouebo, pour dire que si ce n'est pas les républicains, ce sont les démocrates, si ce ne sont pas les démocrates, ce sont les républicains, et c'est ainsi que lorsque les républicains arrivent, les démocrates sont en train de chercher quels sont les points négatifs que nous allons afficher afin de revenir. Mais nous avons une opposition aujourd'hui au Cameroun dont leur intérêt c'est étudier. Ils sont là seulement parce qu'ils cherchent à entrer et étudier. Ils ne savent pas qu'on peut bâtir aujourd'hui une nation forte au niveau de la base, essayer rien que les critiques, pour dire par exemple, au lieu de dire qu'on va aller peut-être déloger un président de la République, vous levez par exemple, vous dites, vous faites par exemple, les Camerounais ne sont pas d'accord aujourd'hui de ces sécessions, de voir que certains ont pris les armes contre l'État. Il faut que nous marchions pour nos frères qui ont pris les armes. Personnellement, on dit plutôt que l'État doit plutôt déposer les armes. Au lieu de dire plutôt ceux qui ont pris les armes contre l'État doivent d'abord déposer. Donc, aucun parti politique ne vient de ce côté. Par contre, il y a certains partis politiques qui disent qu'ils ne peuvent pas aller aux élections parce qu'il n'y a pas la paix dans le Nozo. Pourtant, ils étaient aux élections présidentielles. Ok. Bon, Denis Kouebo, non, on a placé le temps peut-être avant la fin de cette émission. Denis Kouebo, 38 ans de renouveau, bilan relisant ou pas? Le problème avec le bilan, c'est que la facilité, c'est que on est au quartier, des gens qui disent que
le RDPC a échoué, ou que Paul Biya a échoué. Mais quand j'étais encore au village, on nous avait dit qu'on ne peut pas comparer une seule chose. On ne peut comparer qu'au moins deux choses. En tant que citoyen camerounais, on a connu les échecs. D'abord avec Ahidjo, puisqu'il ne faut jamais parler de Biya sans parler d'Ahidjo. Ahidjo qui a inauguré l'ère d'un régime qui était entièrement extraverti. Tout était extraverti. Ils étaient là, c'était vraiment le représentant du colon. Il faisait tout comme on l'avait demandé de faire. C'était tout ça. Il faut pas oublier d'où on part. Il faut s'exprimer sur cette question de 38 ans de règne. Donc il y a 22 ans. Et parce que Ahidjo ne savait pas où on partait, à la fin du règne, il se prenait même que lui-même il ne savait pas comment est-ce qu'il devait attendre. Il y a beaucoup de gens qui le défendent, mais il ne savait pas à qui il allait laisser le pouvoir. Il y a eu des tractations et un beau matin, quelqu'un d'autre a eu le pouvoir. Lorsque Biya prend le pouvoir, Ahidjo se rend compte qu'il n'aurait jamais dû laisser le pouvoir. Il y a un coup d'État. Voilà. Donc le fondement de la politique de Biya, c'est 84, 6 avril, où tout bascule, parce qu'on a vu les gens, tous les UPC s'étaient rentrés pour essayer de dire, bon, ok, maintenant on peut accompagner, il y a un jeune homme qui vient de prendre le pouvoir, on peut le pousser, mais ce n'est pas possible parce qu'il y a un groupe de personnes appartenant, je ne veux pas dire à un seul village, à une région bien précise. Les gens s'exprimaient dans la même langue, ils avaient le même objectif, ils ont tenté de reprendre le pouvoir. Et ça marque le début de cette sorte de désintégration qui ne dit pas son nom. Le Cameroun, depuis 1982, devait donc, après après la dictature et l'opacité d'Ahidjo, devait avoir une terre d'opportunité. Tout à l'heure, quand on parlait des États-Unis, quand on parle de la France, les gens parlent toujours en bien de leur pays parce qu'ils ont des opportunités dans leur pays. On a vu une vice-présidente américaine, qui est une femme de couleur, qui dit « Nous avons la preuve que l'Amérique, c'est une terre où tout le monde peut réussir. » Nous voulions, en tant que citoyens camerounais, d'un pays où chacun peut réussir. Pas un pays où il faut que les gens de mon village aient 3 places à l'ERIC ou 4 places à l'ENA, mais un pays où, si je veux être logisticien comme Edouard Fauchivé, je ne vais pas faire mes études, je deviens logisticien. Si je veux être homme d'affaires comme le maire, j'ouvre un commerce. Vous voulez être journaliste, vous vous formez, vous êtes journaliste. Pas une terre d'opportunité, c'est une terre où on peut réussir en balayant la cour, on peut réussir en faisant n'importe quel métier. Pas un pays où... alors, donc, je passe de ce pays qui n'est pas possible, il y a une terre d'opportunité, et là, il faut le reprocher à Paul Biya, parce que c'est lui qui devait, en tant que président de la République, créer des opportunités pour tous les Camerounais de tous les 4 coins du pays. Il n'a pas pu le faire. Ceux qui sont ses partisans peuvent vous trouver beaucoup d'explications à cela, mais à l'évidence, même dans le village du président, il ne peut pas dire qu'il a offert, n'est-ce pas, des débouchés à tout le monde. Donc, si on prend seulement son village où le village évasion, on peut comprendre que ça n'a pas été possible. Maintenant, sur la fermeture ou le désordre démocratique, c'est là qu'il faut vraiment aussi l'accuser. Il y a un désordre démocratique où, en 90, quand le pays va commencer à basculer très négativement, c'est un pays où tous les leaders politiques sont autoproclamés. N'importe qui peut dormir. J'ai des gens qui me saluent pas ici. Quand je venais à l'émission ici à l'époque, quand ça fait 15 ans, on passe là, ils disent, bon, voilà, vous avez la politique là, mais maintenant, ils nous disent, moi je vois qu'ils sont déjà des directeurs de campagne ici, ils sont leaders. Chacun, un pays où le président a permis que le désordre s'installe même dans les toilettes. Donc n'importe qui est devenu homme politique, n'importe qui est devenu stratège, on parle de guerre, n'importe qui peut venir vous expliquer, et il vous explique que vous ne comprenez rien à rien. Et le président est parti. Et on peut vous acheter. Pas venu faire le procès des partis politiques. Non, pas les partis politiques, mais lui il est militant d'un parti politique. Je veux dire qu'il y a un pays où les gens peuvent même acheter sous le compte. Il y a des gens qui achètent même des partis politiques. Donc les gens prennent de l'argent dans leur compte bancaire, ils achètent un parti politique. Et quand ils achètent un parti politique, ils ne concourent pas à l'expression du suffrage universel. Ils prennent le parti politique et ils vous disent que je suis devenu un leader, il insulte tout le monde. Je veux dire que ça, le désordre démocratique là, ça c'est aussi Paul Biya qui doit nous expliquer comment on peut arriver et là c'est au préjudice. En conclusion, moi j'étais en train de porter le jugement des citoyens sur des pans de la vie publique. Donc on a, par contre, et à l'époque aussi, c'est quand Paul Biya prend le pouvoir jusqu'en 2000,
l'économie camerounaise est encore entièrement extravertie, aliénée aux intérêts étrangers. À ce moment-là, nous étions, moi, personnellement, j'étais une opposante très radicale, parce que le pays ne nous appartenait pas. Il y a eu les batailles des Camerounais, le STF, UPC, NDM, tous les partis politiques de l'opposition, en dehors de ceux qui sont passés à la majorité présidentielle entre-temps, ont quand même poussé à ce que le Cameroun se recentre un peu sur lui-même. Avant, dans la presse, on accusait le président d'être tout le temps à l'étranger parce que lui-même, peut-être, à un moment donné, il pensait que son pays, le bonheur, c'était à l'étranger. Et les Camerounais l'ont obligé progressivement à se recentrer sur le Cameroun. Si bien qu'il y avait des sociétés proches de Edouard Fauchivé ici, des Français, qui contrôlaient toute l'économie du pays. De 2000 jusqu'en 2020, ils ont quitté tous les segments. Petit à petit, ils quittent partout. Avant, quand j'entrais au port de mon pays, c'était un étranger qui me contrôlait. Maintenant, ce n'est plus possible. Je crois que et je pense que l'âge de Biya l'a aussi aidé. À un moment donné, il se dit, bon, je ne dois plus rien à ces gens-là. Il a commencé à redevenir camerounais. C'est à ce moment que, personnellement, je suis contre lui en tout. Mais sur le plan de la souveraineté économique du Cameroun, je suis d'accord avec vous. Sur le plan de la lutte contre la corruption, tous ceux qui ont volé l'argent du Cameroun sont avec une certaine opposition, à commencer par le SDF. Tous ceux qui ont volé, je ne suis pas il y a habitant, je suis ici, et les autres qui écoutent savent que les voleurs sont soutenus par les... Vous avez sur Twitter, Facebook, Instagram, vous voyez que les voleurs sont soutenus par une catégorie de Camerounais. Et je suis contre cette catégorie de Camerounais-là. Ça rentre dans le bilan. Si vous prenez la sécurité, si vous prenez la sécurité, ça c'est le dernier point de jugement. Si vous prenez la sécurité, si ce pays-ci n'était pas sous le contrôle de Paul Biya, il serait divisé au moins en deux. Si ce n'était pas sous son contrôle, je dis au moins en deux. Là, je suis très honnête et il y a des éléments factuels et matériels qui montrent que si c'est les autres personnes, avec leur légèreté légendaire, leur manque de culture politique et de majorité politique, leur manque de culture philosophique en politique, on aurait tout désintégré. Les mines, aujourd'hui, ça nous appartient. Les étrangers ne peuvent pas aller piller le Cameroun comme on pille le Congo, le sous-sol du Cameroun nous appartient parce que la loi du Cameroun, le code minier ne permet pas aux étrangers de s'accaparer des mines. Ça, au moins, on peut... Mais encore qu'on peut dire que le président a prêté serment et c'était une obligation pour lui, parce qu'il faut aussi mettre... C'est une obligation pour le président de faire. Comme demain, ce sera une obligation pour celui qui est élu. Sinon, c'est que en 2039 après, on va refaire le même bilan. On va sortir de cette pause actuelle avec l'affaire FECAFOOT LFPC. Aujourd'hui, une question taraude les esprits, chers messieurs. À quel championnat faut-il participer? Une interrogation qui intervient dans un contexte de cacophonie observée sur la scène footballistique. Une semaine après le lancement de la LFPC, la FECAFOOT envisage un autre lancement des championnats dès le 10 novembre 2020. Alors, chers messieurs, Edouard Fauchivé, je sais que vous êtes introduit dans le milieu du sport. Quelle lecture en faites-vous? Non seulement introduit, mais je suis gêné parce que c'est mon petit frère qui est président de la FECAFOOT. Vous comprenez que je me suis dit... Vous savez, comme sportif, je n'ai jamais compris ça, et je le dis, je crois que les footballeurs vont peut-être mal prendre. J'ai jamais compris pourquoi le problème du football a toujours été un problème dans ce pays. Et la patate chaude est entre les mains de Bobo Seydou aujourd'hui. Je crois que il faut... Le football est sorti du cadre du rectangle pour être beaucoup plus un terrain de recherche d'intérêt. Le ballon n'est plus... On ne tape plus sur le ballon, mais on tape sur le billet. Et je crois que dès que j'ai dit ça, vous comprenez parfaitement. Je vais vous donner rapidement une petite anecdote de la chose. Lorsque le problème FECAFOOT et la Ligue arrivent au niveau du taxe, il y a un juriste de là-bas qui appelle un de mes amis pour dire mais il n'y a pas de juriste au Cameroun. Et mon ami de Paris me dit qu'il était étonné de voir que normalement ce problème devait se régler au Cameroun et que ça ne devait pas arriver au niveau du taxe. Ça veut dire que parce que les enjeux sont tels que plus vous tirez le dossier au niveau juridique, plus vous avez un couloir de dépenses. En réalité, c'est ça.
Et c'est pour ça que j'ai dit que la balle n'existe plus. Ce sont les billets de balles qui sont au niveau du rectangle. Et c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Maintenant, le TAS prononce. Le TAS dit, revenez au point du départ, retrouvez-vous autour de la table. Même là, les juristes, même là, ceux qui sont au niveau de la FECAFOOT n'arrivent pas à comprendre que cette sentence doit s'appliquer et il n'y a plus de discussion. Le politique se mêle en tant que le ministère de tutelle pour faire comprendre que nous sommes en train de préparer une rencontre, sinon 2 grandes rencontres internationales où le Cameroun, le contribuable camerounais a dépensé plus de 1000 milliards de francs. Et les gestionnaires simples de cette petite entité ne comprennent pas l'enjeu politique qu'il y a derrière, à savoir que les Camerounais ont besoin de ces rencontres parce que les incidents économiques, politico-économiques, culturels sont assez larges pour nous permettre aujourd'hui d'être encore comptés parmi les grandes nations du football, surtout en Afrique centrale. Ils ne sont pas là-dedans. Ce n'est pas le problème. Mais lorsque le SDF va prendre la parole, c'est pour dire que l'entrée de Douala de Est n'est pas encore goudronnée, tout ça là. Alors qu'il y a certaines personnes qui sont à Yaoundé qui ne veulent pas comprendre. Et elle est goudronnée, cette entrée. J'ai dit. Et donc, vous comprenez donc ceux qui ont la gestion du football aujourd'hui, je ne veux pas dire, puisque ça me touche, je crois que s'ils ne peuvent pas, qu'ils laissent. Et une des solutions aujourd'hui, que je pense simple, c'est que, puisque c'est un phénomène de... Il n'y a plus de balles au centre, mais que le président de la République puisse dissoudre donc cette histoire, et pour qu'une fois... Et si on dissout, on risque de ne pas voir les deux grands événements sportifs. Mais qu'est-ce que vous voulez, M. Bouto? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous vous rendez compte que la sentence d'étude de TAS n'est pas discutable, doit s'appliquer? Maintenant, pourquoi ça ne s'applique pas? Pourquoi on dissout maintenant la Ligue? Pourquoi l'âge Général Pierre Semengue vient sur la table? Mais tout ce problème, c'est parce que même si vous n'avez pas besoin, vous ne voulez pas voir ces derniers. C'est juin prochain, son mandat arrive à terme, et puis on n'en parle plus. Il faut que autour de la table, que les problèmes essentiels soient posés. C'est-à-dire les Camerounais ont dépensé leur argent pour faire des stades. Le président de la République les Camerounais ont toujours dit Eto'o en tête de comprendre que comment je fais pour être l'un des meilleurs joueurs du monde alors que je n'avais pas de la logistique. On vous donne de la logistique. Vous êtes incapable dans un petit cercle de pouvoir accompagner l'État. Et aujourd'hui, nous sommes face à un pays où la FIFA veut nous imposer, veut nous donner certains trucs de contrôle, et c'est tout à fait de l'heure. Mais si ça ne va pas, le président de la République dissout donc la FECAFOOT, on perd complètement l'organisation et le contribuable de cette rencontre. Mais maintenant, nous allons donc revenir pour poser les bases, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que la balle n'est plus au centre dans le rectangle. On va donc faire comprendre que mettons la balle au centre et laissons jouer. Voilà ce que je peux dire. Alors, Achille Azemba, à entendre donc, écoutez, le docteur Edouard Fauchivé, ni la FECAFOOT, ni la Ligue ne sert le football camerounais, mais c'est plutôt des intérêts. Oui, des intérêts égoïstes. Oui, je vais te demander une petite faveur, de faire une petite digression pour corriger 2-3 choses qui ont été dites. C'est vrai, nous sommes dans un débat et quand quelqu'un dit quelque chose, on doit pouvoir, je suis le représentant... En une minute, c'est possible. Oui, en une minute, ce sera possible. Non, Denis a dit tout à l'heure que mon parti protégeait soutenait les détourneurs de la fortune. Et les soutient toujours. Non, Denis, je pense que c'est un peu... C'est un peu excessif et je pense que le SDF a été, au début, l'un des déclencheurs avec l'affaire Mouchipou. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée nationale, on a posé le problème
de la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire pour pouvoir aller, à l'époque c'était au ministère des Postes et Télécommunications. Donc, c'est donner trop de pouvoir au SDF, que l'on définisse, que la justice dise par exemple que un X a été reconnu coupable de détourner de l'argent du contribuable et que le SDF prenne position pour dire nous le soutenons, non, c'est pas possible. D'accord, Donner à d'autres éléments que je n'ai pas. Oui. Ajouter à cela, M. Fauchivet parlait de l'Assemblée nationale en nous reprochant de n'avoir fait aucune proposition. Je prends un cas simple pour faire court. La crise du Nozo. Combien de fois nous avons demandé, en épuisant toutes les procédures, que cette question soit inscrite à l'ordre du jour. Vous n'avez pas besoin de l'Assemblée. Non, on parlait de l'Assemblée, M. Fauchivet. Combien de fois nous sommes allés à l'extrême, empêcher le Premier ministre qui était à l'Assemblée, qui voulait faire son discours de politique générale. Nous l'avons empêché parce que nous souhaitions que cette crise, la question de cette crise soit inscrite à l'ordre du jour. Jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Donc, il ne suffit pas de demander pour que ce soit fait. Pour revenir au sport, la FECAFOOT, mais vous avez tout fait de conclure. En fait, les acteurs servent leurs intérêts que ceux du football. Et la FECAFOOT, le sport est à l'image de la gestion du Cameroun. Et vous vous rendez compte que lors des compétitions internationales, les joueurs qui sont sélectionnés, une fois la liste définitive sortie, le premier préalable, c'est que leur agent leur soit remis espèce sonnante et trébuchante. C'est parce qu'il y a une crise de confiance. Vous vous rendez compte, à la FECAFOOT aujourd'hui, on transporte de l'argent dans des sacs badjok, comme on dit au quartier, liquide, parce que vous imaginez ça? Ça ne fait pas sérieux. Mais oui, M. Fauchivet, c'est le rôle des partis politiques de pouvoir apporter de la critique pour que les choses avancent. C'est ce que j'ai dit. Oui, la critique permet d'avancer. Ne prenez pas toujours... Non, et quand on dénonce, quand on apporte les insuffisants par rapport aux décisions prises, c'est normal. Le rôle sauf si vous voulez demander, sauf si vous voulez demander au SDF de vous aider à gouverner alors que vous êtes à... Monsieur le maire, je l'ai dit. Oh, pour votre cas, quand je disais je ne voyais pas le SDF, je voyais les autres partis. Oui, peut-être. Voilà, mais c'est notre rôle de pouvoir attirer l'attention. Et à la FECAFOOT, c'est un désordre. Et plus que jamais, nous avons l'impression... Et qu'est-ce qu'il faut donc faire? Non. Vous êtes d'accord avec... Il faut toiletter. Et quand on a des textes, même s'ils sont mauvais, il faut les appliquer. Et c'est ça le problème de notre pays. Moi, j'ai été maire. Vous vous rendez compte du nombre de réunions qui sont organisées chaque jour dans la ville de Douala, avec de très belles résolutions, mais qui finissent où? Dans les tiroirs. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les implémenter? À la FECAFOOT, il y a des statuts, tout est défini. Mais pourquoi est-ce que ça ne s'applique pas? Qu'on commence à appliquer les textes qui sont là. Maintenant, qu'on les améliore au fur et à mesure. Et aussi, les hommes qui y sont, est-ce qu'ils ont la capacité? C'est tout, D'accord. Vous vous rendez compte que le Cameroun de Roger Mila, Gueto, va à la recherche des habitants en Guinée équatoriale. Vous vous rendez compte? Peut-être que les Sénégalais ont fait ça simplement, mais dans le cadre politique, ça résonne très très mal parce que le Cameroun est aujourd'hui la porte d'entrée de la zone CEMAC. C'est-à-dire que nous ne devons plus reculer, nous devons avancer. Les Guinéens doivent venir chercher les habitants au Cameroun, mais c'est plutôt l'inverse. Je n'ai pas dit ça, même pas. C'est-à-dire, ce n'est pas possible que les arbitres camerounais, qu'on parte les enfermer parce qu'on ne veut pas que la Ligue puisse les utiliser. Écoutez, là où je vous parle, et je suis d'accord avec le maire, on vous parle d'un enjeu d'une organisation, d'un truc africain, sinon mondial. Les gens sont en train de lutter pour le problème il ne faut pas que les arbitres partent ouvrir le début du championnat lancé par la Ligue. Écoutez à quel niveau ils sont. Et j'ai été coupé. C'est terrible. Nous sommes à quelques mois de l'organisation d'un grand événement qui peut être une vitrine pour vendre le Cameroun. Mais c'est de ça que Personne ne parle de l'organisation. Nous sommes là à discuter sur qui va gérer quoi, qui est vieux, qui ne l'est pas. Alors, moins 72 Alors, jours. Denis Kouébou, il est clair que ce bric-à-brac n'est pas sans conséquences sur les clubs et plus précisément sur les joueurs. Et tout semble s'interroger sur l'avenir de ces joueurs qui ne demandent qu'à jouer. Vous savez que j'aime la vérité. Je voudrais également faire remarquer à M. le maire que quand il parlait de la FECAFOOT et des hommes, il y a un éminent homme politique de l'opposition
candidat du SDF en 2018 à l'élection présidentielle, qui est parmi les plus hauts dirigeants de l'Africa Foot. Je connais les militants des autres partis politiques de l'opposition qui sont à l'Africa Foot. On a des députés qui sont dans cette fédération-là. Pour dire quoi? Et là, tout à l'heure, j'ai parlé du désordre démocratique qu'on peut imputer à Paul Biya. Il n'y a que sous Paul Biya que vous pouvez avoir ça. Si quelqu'un d'autre était président, on ne va pas seulement dissoudre l'Africa Foot, mais on va vous mettre en prison. On ramasse tous ceux qui sont les mis en prison. C'est parce que c'est Biya qui est le président que ça peut se passer comme ça. C'est que on a pensé que on concède le service public du foot à l'Africa Foot, et parce que ce pays-ci s'est organisé en institut de rente politique, rente sportive, rente économique. Tous les gens que... Moi, j'étais à des conférences de presse animées par un grand avocat du SDF qui défendait les voleurs. Et c'est normal, un avocat peut défendre tout le monde, même si c'est pour faire... Il défendait son commerçant ou le voleur? Et son client ou le voleur? C'était un voleur. C'était un voleur. Parce que là, tu n'es pas procureur. La défense n'était pas saine. Non, moi, j'étais invité par eux. Et j'ai posé ce problème. Il défendait son client. Non, j'ai demandé comment est-ce que... Non, quand on défend, un avocat n'a pas besoin de moi pour défendre son client. Si un avocat m'amène dans la défense de son client, c'est du marketing. D'accord? On défend son client devant le prétoire et non en réunion avec moi. Quand vous avez des gens comme ça qui veulent remplacer une porte par une fenêtre, le pays ne peut pas avancer. Et c'est ça le point de l'Africa Foot. Parce que, comme tout à l'heure, vous avez dit que le pays, c'est la rente. On vous nomme au gouvernement, vous volez, et dès qu'on va vous prendre, vous appelez ceux qui disent qu'ils sont de l'opposition, qui aspirent à diriger. Comment est-ce que moi, opposant, qui aspire à faire le contraire de ce qui se fait, comment est-ce que je peux soutenir quelqu'un qui vole? Je ne peux pas soutenir quelqu'un qui vole. À l'Africa Foot d'aujourd'hui, les mêmes noms que j'ai entendus il y a de cela 25 ans reviennent. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Donc, les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'analyse ne va pas être difficile. Il se trouve seulement que les gens, chaque fois qu'on vous donne une petite parcelle de pouvoir à un Camerounais, ça devient un instrument de rente. Ça, il a parlé de la dispensation actuelle à l'Africa Foot. Tout le monde s'est ligué. On était ici sur le plateau contre Tommy Aroko. Ils avaient des représentants qu'ils envoyaient, qui payaient. C'est quand ils viennent là, on paye ton transport, on paye l'hôtel pour que tu viennes parler de tel à l'Africa Foot. On paye ce qu'ils font tout le temps. Ces gens-ci ont dépensé le milliard en quelques jours. Milliards. On dépense à rien de contribuable. Et parce que on ne peut pas... Il y a les Camerounais, si on arrête un d'eux là, vous allez voir, tous les complices de la criminalité nationale vont sortir pour dire que ce n'est pas comme ça qu'on devait procéder. On ne fait pas ça dans les autres pays. Donc, c'est bien beau d'applaudir, parce que vous avez vu qu'aux États-Unis, le président en exercice n'a même pas la possibilité d'empêcher des gens de s'exprimer. J'imagine que vous êtes d'accord avec les autres qu'il faut dissoudre l'Africa Foot. Il faut dissoudre l'Africa Foot, et il faut le dire encore plus fort, parce que c'est une machine criminelle qui tient cette fédération. Ce n'est pas une affaire de bosser doucement. Non, parce que ça fait 25 ans. Lui, il est là comme ça. Et les gens ont voulu absolument qu'il vienne là parce qu'on sait qu'il n'aime pas l'écoute. C'est pour ça qu'on voulait qu'il arrive là. Donc, dissoudre et procéder à des arrestations. C'est un pays où nous, on se dit en dictature. On se dit en dictature. Et tout un général qui a aidé le Cameroun à être ce qu'il est insulté par un individu qui ne peut pas écrire son nom. Je ne veux pas citer le nom de celui-là. C'est des gens qui n'ont même pas... C'est des gens qui sont... Ils sont anonymes. Si on table un nom, ils ne sont jamais dans l'histoire du Cameroun. Ils insultent devant le monde entier, la face du monde entier, un éminent général que n'importe quel pays africain aimerait avoir aujourd'hui. Et si il a 5 étoiles, il n'a même pas osé. Si moi je suis 5 étoiles, vous me faites ça, je vous ramène dans ma maison. Je ne vais pas vous amener au commissariat, je vous enferme dans ma maison parce que vous êtes des voleurs trafiquants d'influence en achetant tout le monde. Moi aussi, je peux utiliser mes galons pour vous ramener chez moi, je vous enferme. Ça ne se fait qu'au Cameroun. Il faut que les gens, il faut qu'on dénonce cela. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'il y a un éminent footballeur que vous connaissez, Eto'o, qui a la manœuvre. Il faut que les gens qui mangent les miettes d'Eto'o aient le courage de lui dire, mais arrête, tu es un enfant, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. C'est parce qu'on dit, au Cameroun, les gens ont peur des gens qui ne représentent rien. Il faut dire à Eto'o d'arrêter de faire ce qu'il fait à l'Africa Foot. Vous avez tous ces partisans, ces comparses sur les réseaux sociaux écrits des bêtises. Et on applaudit. Le Cameroun prend des coups. C'est à cause de Biya que vous êtes en train de supporter le mal à l'Africa Foot? Non. Quand on dit qu'on est opposant, petite pause. On commence par demander à tous ces gens de partir sur le thème majeur inscrit à l'ordre du jour.
Depuis quelques jours, c'est un vent de deuil et de tristesse qui souffle dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, et pour cause des assassinats et kidnappings. En milieu de semaine, l'on a assisté à l'enlèvement de 11 enseignants et élèves de l'école presbytérienne de Kumbo. Nous sommes là dans le nord-ouest du Cameroun. Et en fin de semaine, à Limbé, le collège Koulou Mémorial a été saccagé. Certains bâtiments brûlés, des enseignants bastonnés et des élèves contraints donc à marcher nus. Du côté de Baba Premier, dans le nord-ouest, une fois de plus, Christian Kazina Toumi et le chef supérieur Nso ont été enlevés par des hommes non identifiés. Alors, docteur Edouard Fouchivé, pourquoi les élèves sont-ils les cibles pour ces bandes armées? Je commence d'abord par, puisque l'un de vos collègues, Berthaud, me suit, je commence d'abord par attirer son attention, dit qu'ils sont des Camerounais qui ont pris le large, ils sont de l'autre côté, ils mènent leur vie. Ils se permettent d'écrire beaucoup de choses contre le Cameroun, contre l'armée loyale. Et ce sont nos enfants et nous qui souffrons. Nous sommes au Cameroun. L'avantage que nous avons au moins, c'est que nous sommes au Cameroun. Et Boris Berthaud est très loin. Il se permet de dire que c'est l'armée qui tue, c'est l'armée, vous avez lu tout ça. Et depuis qu'on a enlevé l'éminence avec Sa Majesté, le chef Sceaux, j'ai attendu le lire. Puisque les gars conversent, vous avez ça dans Mondo Vision, on interroge l'imminence avec un ton barbare. Et je pensais que sa page devait être couverte pour qu'on puisse lire. Nous avons perdu les Camerounais. D'abord, je commence d'abord par m'incliner pour les soldats camerounais. Je parle d'eux parce qu'ils sont dans le cadre de leur mission. Le Cameroun n'a pas de guerre. Les militaires camerounais ne font pas la guerre aux Nozo. Ils font la protection, c'est leur rôle. Il y a certains Camerounais égarés qui ont pris les armes contre l'État. Et le président de la République a refusé qu'on mette un état de guerre là-bas. Parce que si c'est l'état de guerre, les chars, quand c'est l'état de guerre, nous sommes en train de parler, on bombarde et puis nous sommes morts ici alors qu'on a Ivoire. Je crois qu'au moins ça, l'armée camerounaise, même s'il arrive qu'il y ait par exemple certains loupés, c'est tout à fait logique, mais l'armée, il faut féliciter d'abord ces gars qui meurent pour la patrie, mais que certaines personnes qui prennent de l'argent entre les mains de ceux qui veulent l'économie nationale et qui veulent à tout prix aujourd'hui contrôler la façade maritime du Cameroun, que Boris Berthaud laissait pour écrire du n'importe quoi sur le Cameroun. C'est pour ça que j'ai commencé par eux pour dire il faut qu'il arrête. Il faut qu'il comprenne que ce qui sert aujourd'hui et qui passe par des voies incontournables par des voies informelles pour chercher à contrôler l'économie camerounaise. Nous, les Camerounais, nous sommes aujourd'hui réveillés. On est en éveil. Parce que ce qui se passe dans le Nozo aujourd'hui, s'ils ont touché la crème sensible, c'est-à-dire la jeunesse camerounaise, cette jeunesse qui n'a pour arme qu'un crayon et de petits cahiers et qui cherche à être demain ceux qui vont diriger ce pays et qu'on peut les attaquer, ils ont touché au tréfonds, n'est-ce pas? Ils nous ont touchés dans notre tréfonds. Et quand on peut, dans le cadre de nos coutumes, déshabiller les enfants et les aînés, pour que les enfants rentrent à la maison nus, c'est-à-dire que vous faites un parcours de 2 km nus, et surtout les femmes, vous avez touché à quelque chose de très très sensible. Et c'est donc pour ça que nos mères qui nous écoutent aujourd'hui, quand elles se sont levées pour les 7 enfants qui sont tombés, tous ceux-là, on a commencé à citer les noms. Ça veut dire que ce sont des gens qui vivent dans la population, qui sont connus. Et nos mamans aujourd'hui, si aujourd'hui il n'y a pas, on ne participe pas à accompagner l'armée à pouvoir éradiquer et arrêter ces bandits, parce que ce ne sont pas les séparatistes. L'histoire de Cameroun, de diviser le Cameroun n'est plus à l'ordre du jour. Là, ce sont des bandits
Ce sont des bandits qui partent demander de l'argent, puisque la dame a dit qu'on lui a demandé 6 millions de francs. Donc, s'il n'y a pas aujourd'hui la participation de la population à accompagner l'armée, à les protéger, ils vont continuer. Parce que quand ils ont touché à l'imminence aujourd'hui, et qu'ils ont donné le message, je ne sais pas de quel message il s'agit pour que... On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Alors, Chila Zemba, Oui. comment les élèves qui ne demandent qu'à s'instruire, car l'école pour devenir des modèles demain, se voient aujourd'hui impliqués dans cette crise au Nozo? Oui, justement parce que il est installé là-bas un climat de no man's land. C'est-à-dire que l'un des objectifs des déclencheurs de ces initiatives-là, c'était de rendre la région, cette localité-là, ingouvernable. Et de plus en plus, il y a des signes qui le montrent à suffisant. La réalité aussi, c'est qu'il va falloir qu'on évite de penser que la responsabilité, c'est forcément les autres. Et je le dis pourquoi? Parce que c'est une zone que nous connaissons très bien, parce que notre parti également est une victime directe de ce conflit-là. La preuve, lors de la dernière mandature par rapport à l'Assemblée nationale, nous comptions une quinzaine de députés, rien que dans le Nord-Ouest. Pour dire quoi? Pour dire que cette situation, cette crise, de mon point de vue, est la résultante d'une politique d'arrogance et d'absentéisme. Pourquoi je le dis? Parce que, voyez un peu la chronologie des événements. On n'est pas parti dès le premier jour avec des bandes armées, non. Ça a démarré par des mouvements d'humeur corporatistes, les avocats d'un côté, les enseignants de l'autre. On a dit, ah, ils sont qui? Ils peuvent faire quoi? Nous avons la situation en main. Ensuite, on est passé à un semblant de discussion qui a été amorcé. Finalement, les responsables étatiques ont dit, nous ne discutons plus. Par la suite, il y a eu des interpellations, des gens qui se sont retrouvés en prison. Jusque-là, on se disait, bon, ça va passer. Sauf que, entre-temps, il y a également... parce que chez vous, si vous dessinez le diable au mur, il va rentrer dans votre maison. Et progressivement, on en est arrivé à commencer par les armes artisanales. Ces revendications n'ont pas connu de solutions. Moi, je vous rappelle quand même que ces revendications ont connu des solutions. Je viens. Les revendications ont connu des solutions, mais est-ce qu'on est sorti de l'auberge? Vous-même, M. Fouchivé, vous parliez de la situation difficile qui est vécue dans ces régions du Nord. Il faut condamner d'abord le barbarisme. Il ne suffit pas de condamner pour que le problème se règle. Ne tombez pas dans ce piège. Depuis que vous condamnez, les hostilités se seraient arrêtées. Maintenant, les bandes armées, tous les acteurs qui sont sur le terrain, les bévues même dont vous faisiez allusion, tout ça sont des conséquences de ce désordre. Et le mal est quelque part. Et quand je parle d'arrogance, c'est que les responsables qui avaient la décision en main, au départ, ont minimisé le problème. Et de fil en aiguille, la situation s'est dégradée. Commençons par le reconnaître, M. Fouchivé. Non, je ne peux pas accepter parce non, permettez que j'évolue. Des choses ont été faites. Allez-y. Non, M. Fouchivé, des choses ont été faites. Mais le constat est patent et latent que aujourd'hui les enfants sont attaqués. C'est la cible innocente. Mais donc vous voulez dire que vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'ils touchent à la cible? Mais qui? Bon, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez nous dire avec certitude qui a attaqué les enfants? Non. Mais comment vous ne pouvez pas le savoir? Non, vous ne pouvez pas le savoir, parce que vous savez très bien. Non, vous ne pouvez pas le savoir. Oui, je sais très bien, c'est la question. Une chose est sûre, ce n'est pas l'armée loyale. Je n'ai jamais posé, M. Fouchivé, cette situation, je vous ai dit donc ce sont les gens de là-bas. Je vous ai... Bon, ok. Voilà. Si vous tirez rapidement les conclusions, je peux vous interroger sur le cas patent de Gabou. Non, pourquoi je reviens? C'est de l'histoire. Il y avait des prises de position au départ, c'est tel, ce n'est pas tel, et finalement, on en est arrivé à des conclusions. Pour dire quoi? Monsieur Fouchivé, ce problème ne vous fait pas mal. Ah bon? Plus que quiconque autre. Nous, du SDF, moi, en tant qu'être humain,
je pense que quand des enfants sont attaqués, c'est suffisamment grave. Mais est-ce que ceux qui ont la responsabilité, à un moment précis... Chaque fois que vous avez mal, vous relativisez rapidement. Non, pas relativiser. Vous aurez le temps de rebondir tout à l'heure. Allez-y, Achille Zamba. Denis, même quand on va à un deuil, même quand vous avez perdu votre papa ou votre maman, un être cher, vous n'êtes pas sûr que vous pleurez de la même manière que votre petit frère ou votre petite soeur, à qui qui est votre... ça dit que toutes les personnes qui étaient, dont cette personne décédée était leur géniteur, ne se lamentent pas de la même manière. Ce n'est pas pour autant dire que il n'est pas offusqué par rapport à ce qui se passe. Je veux dire que allons aux solutions et donnons-nous les moyens d'arriver aux solutions que d'étiqueter un X ou un Y. Je suis d'accord qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une cacophonie sur le terrain. Lorsque Boris Berton a écrit pour dire que non, je ne suis pas l'avocat de Boris Berton. C'est pour ça que j'ai dit Boris Berton, il ne peut pas dire que l'armée républicaine... Non, quand vous dénoncez... a fait ça. D'accord, on vous a suivi. Le temps de chuter. Oui. Notre armée se doit d'être félicitée. Ah, merci. Parce que au moins ça, là, ça va. D'accord, Denis Kobo, au regard de cette montée vertigineuse... Non, permettez. Vous laissez interrompre à chaque fois par... Nous sommes sur un plateau de télévision. Oui, sauf que vous laissez interrompre à chaque fois par Edouard Fouchi, mais seulement pour les questions. Répondez à mes questions. C'est lui qui m'interrompt, c'est pas moi qui m'interrompt. Non, vous décidez de répondre. Pour dire que quand je respecte le travail que fait l'armée, je suis aussi conscient, et vous devez l'accepter, qu'au sein de cette armée, il y a des brebis galeuses. Il y a même des responsables véreux qui tirent profit de cette situation. Pourquoi vous ne le dites pas aussi? Et quand nous le disons, vous nous taxez d'oiseaux de mauvais augure, et ce qui n'est pas normal. Et analysons la situation froidement, allons vers des solutions et descendons de notre piédestal pour poser le problème sur la table. Des solutions existent. On en parlera tout à l'heure, vous nous en donnerez quelques-unes. Alors, Denis Kobo, regarde cette montée vertigineuse des kidnappings dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Il est possible aujourd'hui de connaître ceux qui posent de tels actes odieux. Autrement dit, peut-on toujours parler de ce qu'on a appelé ou ce que certains continuent d'appeler crise anglophone? Vous savez que je suis un peu embêté. Je suis embêté parce que j'ai participé à l'enterrement de plusieurs jeunes. Et donc, un jeune policier il est né le jour où j'allais à l'école de journalisme. Donc, il est mort dans cette crise. Donc, je voudrais après, Edouard Fauchivet, rendre un hommage appuyé aux forces de défense et de sécurité qui se battent sur deux fronts. Ils se battent contre des bandes criminelles qui enlèvent, violent, tuent. Et ils se battent contre une partie irresponsable de l'opinion nationale, des politiciens, qui, par leur discours ambigu, donnent un chèque en blanc aux assassins. Vous vous souvenez d'un député qui était très applaudi, le député Weber, qui est la principale sémence de cette criminalité-là. Heureusement que le SDF l'avait recusé, l'avait renié. Vous savez que il est à la base de l'insurrection armée. Il dit que le SDF, dès le départ, on dit... Mais il y avait des gens, même sur ce plateau, qui applaudissaient pour lui. Alors, il faut faire attention. Et je voudrais également, voilà, je tenais à le faire, je voudrais vraiment, très simplement, présenter des excuses personnelles au cardinal Christian Toumi. Au début de cette crise, j'ai eu à dire des choses dures contre lui. Mais j'ai écouté l'abominable vidéo des criminels, des gens qui sont plus proches de l'animalité que de l'humanité, l'interroger. Et je me suis senti touché personnellement par l'attitude du cardinal. J'ai seulement retenu qu'il est Camerounais. Et je suis sûr que beaucoup de Camerounais n'auraient pas dit qu'ils sont Camerounais. En ce moment-là. Le cardinal Toumi a donc, à mes yeux, prouvé que le ministère du Christ, il n'a pas choisi par hasard. Il a dit, je reste fidèle à ce ministère-là.
Si les gens avaient regardé cette idée-là avec la sagesse, nous, je pense qu'on dit dans au village que quand on a les cheveux blancs, ça veut dire qu'on commence à être sage. C'est pour ça que les gens ont les cheveux blancs. Si on n'a pas les cheveux blancs, vous mourrez avant 20 ans. Tout à fait. Et puis, vous n'avez pas la sagesse des situations. Alors, les criminels qui ont interrogé le cardinal ont résumé leur pensée et ils ont battu en brèche tout ce que le maire Azemba vient de dire. Oui. Eux-mêmes, ils ont expliqué. Oui. Ils ont accusé le cardinal de vouloir le fédéralisme. Oui. C'est une accusation grave. Ils ont dit, d'aller dire qu'ils sont chez eux, dans leur pays. Ils sont chez eux dans leur pays. Ils ne veulent rien d'autre. Il n'y a que ceux qui les utilisent comme des croque-morts qui pensent qu'ils veulent autre chose. Celui qui fait la guerre, on ne peut pas raser quelqu'un quand il n'est pas présent. Il dit, voici ce que je veux. Mais vous allez voir des gens qui disent, qui existent pour dire que voici ce qu'ils veulent. Ils ont déjà dit ce qu'ils veulent. Alors, lorsqu'on égorge les enfants d'autrui, et vous entendez dire partout, à la radio, à la télé, que mais pourquoi est-ce que, d'abord, si on a égorgé, c'est parce que pour n'est pas parti d'abord là-bas, rencontrer les enfants. Avant, on les appelait des children. On les appelait des enfants. Un enfant n'égorge pas les gens. Un enfant ne kidnappe pas le fond, qui est tout le symbole qui peut exister dans ce terroir-là. Il dit qu'il défend le terroir. Il défend le terroir en arrêtant, et même le sultan et le cardinal lui-même est encore plus symbolique que le fond, parce que le cardinal est le cardinal du monde. Et il a été kidnappé par ses enfants. Heureusement qu'il a dit, je ne suis pas avec vous. La chose qui fait qu'il y ait la guerre au Nozo, c'est que le président a peur d'un courant corrompu, un courant d'opinion corrompu. Le président aurait rapidement, je ne suis pas aux solutions, il aurait rapidement décrété l'état d'urgence. S'il y avait l'état d'urgence, tout le monde saurait que le Cameroun ne peut pas être divisé. Et que toute personne qui, même dans un rêve, veut que ce soit divisé, doit d'abord attendre quelque part. Donc, on le met en prison, notamment. On peut vous mettre en prison sans jugement parce que vous voulez que le Cameroun soit divisé, alors que la loi, Pobia lui-même n'a pas le droit de diviser ce pays. Et il faut criminaliser dans les discours et dans les textes la criminalité, je veux dire le sécessionnisme ambazonien. Oui. C'est criminel. Surtout qu'on enlève les enfants. On les déshabille, on les met nus, on vous balade. On enlève les chefs dans le sud-ouest. Ces gens qui prétendent, je ne sais pas, protéger ou défendre, ils disent qu'ils font le checkpoint. Ils assassinent les chefs Bakweri, ils les enlèvent les fonds, ils s'intronisent même dans plusieurs villages, ils s'asseyent sur le trône. Sacrilège. Donc il n'y a aucune raison, à moins qu'on ne veuille autre chose, mais je vous ai déjà dit la dernière fois. Le sécessionnisme ambazonien est utilisé comme arme politique par beaucoup, n'est-ce pas, des leaders pour construire une nouvelle popularité ou pour conquérir le pouvoir politique. C'est pour ça qu'ils appuient. Tout à l'heure, je titillais quand il parlait de ceux qui sont en prison. Et Edouard n'a pas voulu aller jusqu'au bout de la rue parce que comme il est avec le pouvoir, il a peur de dire certaines choses ici. Il y a des gens qui veulent contrôler. Il a dit qu'il veut contrôler la façade maritime. Ce n'est pas seulement la façade maritime. Il sait que je sais exactement de quoi il s'agit. Avec précision de quoi il s'agit. Et les fissures sécuritaires, Nozo, extrême nord, à l'est, c'est un quadrillage qui est fait par des gens qu'on connaît. Vous devez aussi savoir que si vous ne voulez pas que le pouvoir qui est en place gère cette affaire, mais chassez le pouvoir là. Mais pour l'instant, c'est eux qui vont gérer ça. Et je suis au moins sûr, je suis malheureusement sûr qu'ils peuvent gérer ça mieux que la plupart de ceux qui parlent. Parce que très peu comprennent de quoi il s'agit. C'est peu ça de quoi il s'agit. À la rentrée en octobre, le 5 octobre, j'ai suivi la télévision. Des télévisions qui sont réputées hostiles au régime. Dis comment est-ce que l'école a repris. Ça faisait 4 ans qu'on n'a pas réussi à le faire. Et cette année, ce n'est pas l'État. Ce sont les populations du Nozo qui ont dit nous ne pouvons pas garder les enfants. Il y a un génocide contre l'école. Même si demain, si par les Saoudiens, on avait dit voilà l'indépendance. Depuis 4 ans, un enfant du Nozo qui était en 3e, son camarade qui est venu à Bonabéry est déjà en train d'aller à l'université.
Dans 2 ans, il va sortir. D'autres auront le doctorat. Même si on dit, OK, voilà le pays indépendant, ce sont les enfants de ces criminels qui sont à l'étranger qui viendront diriger ce territoire-là. Donc, ce sont les parents qui ont décidé de ramener les enfants à l'école à la rentrée. Et le relais sécessionniste se remet en branle. Tout l'arsenal diplomatique, tout l'arsenal politique s'est reconstitué pour faire en sorte, pour créer le choc. C'est pour ça qu'on assassine. C'est pour ça qu'on déshabille les élèves. Il faut créer quelque chose. Parce que c'est sur l'école qu'ils ont réussi. Ils n'ont pas réussi à prendre 1 mètre carré de terre. Quand Véa dit que c'est un no man's land, ce n'est pas un no man's land. Et je voulais aussi dire d'autorité ici, que ce n'est pas l'armée qui fait la paix dans un pays. Il y a la paix aujourd'hui en Ngaoundéré parce que les populations de Ngaoundéré ne s'insurgent pas contre l'autorité établie. C'est pour ça qu'il y a la paix en Ngaoundéré. On n'a pas déployé l'armée en Ngaoundéré. Il y a la paix à Douala aujourd'hui parce que nous tous citoyens, le maire Azem Bakela, quand tu es sorti de chez toi le matin, tu n'as pas essayé d'attaquer qui que ce soit en route, d'agresser qui que ce soit. C'est pour ça qu'il y a la sérénité. Ce n'est pas en déployant un militaire dans chaque village du Cameroun que le pays sera en paix. Le pays est en paix parce que les citoyens adhèrent à l'idéal républicain. Donc si quelqu'un n'adhère pas, le fait de ne pas adhérer à l'idéal républicain est un acte de guerre. D'accord, on vous a compris. Edouard Fauchivé, partant de ces actes criminels qu'on observe depuis un certain temps dans le nord-ouest et le sud-ouest, saccage des établissements scolaires et tuerie des élèves, comment aujourd'hui peut-on qualifier tout cela? Peut-on encore parler de crise anglophone? Non, il n'y a pas eu de crise anglophone, c'est la barbarie. Il n'y a plus de crise anglophone. C'est vrai qu'au départ, les gens, le maire a dit, on avait peut-être minimisé parce que nous n'avons jamais vécu ce genre de scène depuis que les années de UPCiste étaient passées. Les Camerounais n'avaient pas vécu ce qui est en train de se passer maintenant. Non, je crois que il faut mettre sur la table le premier principe, c'est-à-dire que l'indivisibilité du Cameroun doit être actée. Et même s'il y a l'indivisibilité du Cameroun, ça ne se fait pas avec les armes. C'est tout un processus. Parce que la carte, la géographie, les limites du Cameroun ont été déjà manifestées. Et ce n'est pas seulement à notre niveau, c'est au niveau du monde entier. Du monde, venir segmenter le Cameroun nécessite un parcours jusqu'à l'ONU pour cet agrément. Donc ce n'est pas, quand bien même ils vont arriver dans l'Amazonie à faire cet état, ça va se décréter dans ce qu'on appelle les organismes, le Conseil des Nations Unies. Donc, quand ils prennent le premier principe dans le cadre du fédéralisme pour dire ils ne veulent plus de chez nous, ils ne veulent plus du Cameroun, tantôt ils veulent le séparer, il faut se séparer, tantôt le pouvoir de Yaoundé n'est plus capable de pouvoir diriger. Je crois qu'il pose plusieurs problèmes et c'est pour ça que au départ, monsieur le maire, la question c'était, on écoute qui? Qui veut quoi? Si le Cameroun est dirigé aujourd'hui par un parti politique qui promet à la population, au peuple, un État unitaire décentralisé, nous demandons donc à cet État qu'est-ce qu'il faut faire pour que ceux-là puissent participer à la gestion interne comme ils voulaient. On a parlé maintenant, nous avions dit la spécificité des régions. Et cette spécificité des régions trouve sa pleine signification le 6 décembre. Le 6 décembre parce qu'on ne peut pas faire spécificité des régions s'il n'y a pas de conseillers régionaux, même quand le SDF commence à bouder. Voilà donc ce qui devait accompagner maintenant, n'est-ce pas, cette spécificité en termes politiques qui, en cours de route, disaient qu'ils ne veulent plus participer. Donc, cette spécificité doit trouver donc sa pleine signification après les élections, maintenant des conseillers régionaux. Mais maintenant, quand cela voit, parce qu'il faut voir, il faut lire autour de ce cercle mystique qui sont en train de définir que si le 6 décembre arrive et qu'on a fait les conseils régionaux, automatiquement on fait un pas vers la spécificité des régions. Ça les ennuie. Ceux qui ont suivi après l'éminence, le cardinal, le chef Sceaux, on lui reproche le fait qu'il revient parce qu'il va être candidat pour le régional. Et c'est dit. Ils l'ont dit.
Donc ça veut dire que ils savent que la mise sur pied des conseils régionaux et de la spécificité va casser complètement Le projet sécessionniste. leur projet. Ça, c'est d'un. Le 2, maintenant. Depuis le jour où le président de la République a sorti le décret mettant sur pied la construction du port de Limbe, c'est là où on a commencé à égorger. Si vous prenez le chronogramme, vous allez voir que dès que le décret est sorti disant que le port de Limbe sera construit, on excite la population, on a commencé à égorger les gens pour que ça ne puisse pas se faire. Parce que si le port de Limbe est construit, c'est un autre projet, ça, tout ce qu'ils sont en train de faire, ça va les casser. Et donc vous comprenez donc que quand nous parlions tout à l'heure de l'économie de guerre, et c'est pour ça que mon ami a compris parfaitement, c'est parce que les forces, beaucoup de forces sont tapis à l'ombre pour, à la recherche de ces coins, surtout le point Bakassi, qui les intéresse. Et les pauvres, nos pauvres frères qui sont là-bas, viennent se mettre en acteurs sans savoir l'enjeu qu'il y a derrière. L'enjeu, c'est que, comme tout à l'heure, nous apprécions notre chef d'État, le président Paul Biya, du fait que, par rapport à l'analyse de Kwebo, du fait qu'au niveau de l'économie, il a quand même fait en sorte que nos ressources nous reviennent. Et parmi ces ressources, c'est Bakassi. L'enjeu de Bakassi est formé. Tous ces gens qui sont en train de lutter. Vous avez suivi à Mondo Vision, le gouverneur de Cross River a dit que s'il est président du Nigeria, le premier acte à faire, c'est de ramener Bakassi au Nigeria. Tous ces gens qui égorgent ont été formés au maniement. C'était les États-Unis. Edouard, si tu permets, tous ceux qui égorgent les gens sont formés au maniement des armes par des Nigérians avec la complicité d'un pays occidental. Voilà. Ils sont formés dans des camps d'entraînement que ces gens connaissent. Et donc, vous comprenez, monsieur, vous comprenez, Narcisse, que cet enjeu, nos pauvres frères qui sont là, quand on empêche les jeunes enfants d'aller se former, c'est pour qu'ils deviennent demain ce que nous quatre, nous sommes ici, qu'ils puissent se défendre avec la dernière énergie, la notion de nation du Cameroun. Et donc, pour chuter, donc, je dis, quand j'ai dit ça, votre question trouve sa réponse. Ce ne sont pas des gens comme vous et moi, des Camerounais, qui veulent, même si des Camerounais veulent aujourd'hui faire l'histoire de ces choses, ce n'est pas en tuant les enfants. Donc, ce sont des barbares. C'est-à-dire qu'ils sont téléguidés derrière par certaines personnes. Quand vous reprochez à votre chef, dans le cadre traditionnel, de remettre les pieds dans sa chefferie, et il revient parce que il veut être délégué, il veut être conseiller régional dans votre région. Dans votre région. Or, le conseil régional, c'est ça qui va vous permettre. Et ils oublient qu'il y a 8 autres régions. Et si les 8 autres régions demandent leur spécificité, le Cameroun sera en feu. Parce qu'il faut qu'ils comprennent, et nous avions déjà dit, les mêmes problèmes qu'ils posaient de l'autre côté, c'est le même problème qu'on peut poser à l'Est, qu'on peut poser à l'Ouest, qu'on peut poser au Sud. Il faut éviter. Et je crois que le gouvernement, très attentif, contrairement à ce que le maire disait, a compris que ce sont les enfants de la République. Quand on met un camp de désarmement et de réinsertion, c'est qu'on accepte que vous avez fait la bêtise, revenez. Mais tous ceux qui sont là-bas, et c'est là où, bon, mais de temps en temps, je dis quand même sur ceux qui ont... Il faut qu'ils communiquent. Il faut que ceux qui ont ce centre communiquent pour dire, nous sommes aujourd'hui à 220. Ou bien, la semaine prochaine, on est passé à 240. Parce que les gens comme les gens du SDF, du MRC, pensent que c'est des trucs de tapage, alors que le camp de réinsertion est plein. Et je tiens à vous rappeler que l'un des enfants d'un de maréchal qui est mort a eu le bac. Et on l'a présenté. Mais il faut donc, ce camp qu'on montre qu'on est en train de réinsérer les gens. Des gens ont lâché complètement, sont sortis de la brousse, on les a réinsérés. Ils sont en train aujourd'hui de suivre un pas de réinsertion pour revenir dans le cadre formel donc, de la population. Je crois que ces barbares aujourd'hui, ils ont touché à deux choses fondamentales. Nos enfants, le cardinal, aujourd'hui, qui n'est pas camerounais, qui est camerounais, mais mondial. Parce que lui-même, dans son a dit, je suis camerounais. C'était pour leur dire que je ne suis pas ambazonien, moi je suis camerounais. Sauf si on vient maintenant couper sa concession pour l'amener maintenant peut-être ici à Douala, mais en attendant, il est de Bamenda et il est camerounais. Ça veut dire que Bamenda
et du Cameroun. Et c'était très fort. La réponse du Canada était très forte. Ces barbares aujourd'hui ne comprennent pas que si l'armée, comme nous venons de dire tout à l'heure, si le président de la République demande qu'on assiège, maintenant, ils vont sortir. Puisque eux-mêmes, ça veut dire que les informations, ils venaient de Fouma, les informations, on leur donne des informations. On a appelé de Babourin quelque part pour dire le Canada tout mis en train de venir. Et puis eux-mêmes ont dit qu'ils ont les checkpoints. Vous comprenez, ça veut dire que ce sont des gens qui sont avec nous dans la journée et qui, de temps en temps, dès qu'ils reçoivent un coup de fil, maintenant se déguisent et partent prendre les armes traditionnelles avec les gris-gris, portent sur eux pour aller faire des trucs. Je crois que la barbarie doit cesser. Et surtout, aujourd'hui, comme nous avons dit, si eux, ils pensent qu'ils vont continuer à toucher à cette jeunesse inconsciente, aujourd'hui, il faut mettre un État aujourd'hui il faut faire comme on avait fait à Douala. Et puis, vous avez vu, à moins d'un mois, le général Paye avait équilibré Douala. Alors, Achille Nzeba, tout à l'heure, Edouard Fauchivé parlait donc de cette formation des jeunes, une formation qui est donc désormais hypothéquée. Comment assure-t-on désormais la sécurité de ces élèves dans le Nosso? Dans un État, la sécurité devrait être assurée par qui de droit. Et vous savez qui a cette responsabilité. Et comment devrait-on procéder? Puisque ces élèves doivent aller à l'école. Oui, les élèves doivent aller à l'école. En fait, les élèves sont des victimes collatérales. Il y a un adage qui dit que dans une forêt, quand les éléphants bagarrent, ce sont les zèbres qui en souffrent. On parlait tout à l'heure, Denis a développé, M. Fauchivé aussi, on parlait d'autres enjeux, même économiques, la course au préban qui alimente cette situation de crise. Et maintenant, il faut frapper les enfants également pour, à travers ces actes, frapper l'opinion internationale. Mais ce que je voudrais également rappeler, c'est que quand M. Fauchivé parle, vous sentez qu'il est ému. Lui-même est embêté. Mais je dis, après qu'on ait suffisamment parlé, la suite c'est quoi? Parce qu'entre-temps, pendant que nous discutons, pendant que nous échangeons, pendant que nous offusquons, les hommes meurent. Les enfants ne vont pas à l'école. Et c'est de ça qu'il est question. Et il présente un peu la mise sur pied du conseil régional comme la panacée. Mais je dis, oui, les conseils régionaux vont être mis sur pied. Mais est-ce que le fait de mettre un conseil régional sur place règle tous les problèmes? On n'a pas dit que ça règle le problème. Et justement... La spécificité des régions viendra de là. Oui, il m'a encore coupé, et vous n'avez rien dit. Donc, le problème, quelque part, résiderait aussi, à mon avis, au niveau de la crise de confiance par rapport à des promesses qui ne sont pas toujours tenues. Non, monsieur Fauchivé, ce conseil régional... Si vous n'allez pas ce conseil régional dont vous présentez aujourd'hui comme la solution à tous les maux, il est prévu dans la Constitution depuis 1996, et c'est en 2020 que vous prétendez le mettre en exécution. Oui, c'est pour ça que vous avez suivi le MRC. Ça, c'est un fait. C'est pour ça que vous suivez le MRC. C'est votre point de vue. Bon, maintenant, on a parlé du grand dialogue. Vous avez convoqué une espèce de grande messe où il a fallu se retrouver pour discuter. Nous y avons participé de bonne foi. Mais aujourd'hui, on a l'impression que la montagne a couché d'une souris parce que ce qui a même été arrêté comme décision là-bas, où en est-on avec l'implémentation? On a parlé de... Je dis qu'il faut déballer. Allez-y. Je dis qu'il faut bien déballer. L'implémentation, c'est la société des régions. Non, je dis qu'il faut que M. Maire explique. Allez-y, alors que ça a été décidé à... Oui, bon, quand on parle par exemple du statut spécial des régions anglophones, nord-ouest, sud-ouest, je ne sais pas si je suis le moins intelligent possible. Ça ne peut se faire qu'après le 6 décembre. S'il vous plaît. Le conseil régional. Ça ne peut se faire qu'après. Vous savez qu'on va décider d'un statut spécial, c'est quelque chose qui n'existe pas. Est-ce que vous pouvez me permettre de finir? Laissez-le. Oui, comme on a décidé de la mise sur pied des conseils régionaux en 1996, et ce n'est qu'en 2020 qu'on le fait également, après que l'élection du conseil régional ait eu lieu, on peut même donner un contenu
au statut spécial 10, 15, 20 ans après. C'est ce que vous essayez de me dire, M. Fauchevet. C'est pour ça que vous n'êtes pas allé aux élections régionales. Non, ce n'est pas votre problème si nous ne sommes pas allés aux élections. Là, mais vous allez aux élections, non? S'il vous plaît, laissez Achille Zemba aller sur son argumentaire. Quelque part, il y a une espèce de rupture entre ceux qui ont la responsabilité de nous diriger et les populations. On ne croit plus à votre discours qui passe pour être de la rhétorique, plein de discours, mais rien de concret, parce que la crise du Nord-Ouest, Sud-Ouest aussi relève des questions de gouvernance. À un moment donné, ces populations se sentent à l'étroit et ont une culture qui les amène à sortir de leur gond et revendiquer. Je ne veux pas dire que ça justifie la prise des armes contre son pays. Et au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas prouver que ceux qui ont pris les armes sont forcément ceux qui réclament un bien-être. C'est normal hein, que chaque homme. Monsieur Fauchevet, si vous faites 2 jours, vous n'avez rien à mettre sous la dent, vous n'aurez pas le même comportement, hein. Vous n'aurez pas ces mêmes idées. Je ne veux pas présent. Non, je peux être d'accord avec vous, je vous fais confiance. Mais tout le monde ne va pas réagir de la même façon. Comme vous dites que, oui, il faut condamner, mais essayons d'aller extirper le cancer où il est, l'opérer pour pouvoir aller vers une solution. Il est question aussi de se remettre en question. Est-ce que les canons de gouvernance qu'on a mis sur pied ont été respectés, ont été normaux? On est en train de oui, laissons même le conseil régional qu'on va mettre sur pied. Je vous interroge sur la décentralisation. Ne nous regarde pas. Je vous interroge sur la décentralisation. Ça fait combien d'années? On nous parle du processus en cours. Et on n'en est pas sorti de l'auberge. C'est nous qui dirigeons. Alors, vous avez parlé fédéralisme, vous n'avez pas été élu. S'il vous plaît. Vous avez eu combien? 2%? Vous voyez? Comment avec 2% vous pouvez mettre le fédéralisme? Un jour aussi vous aurez 2%. C'est pas vous qui posez la question. Un jour vous aussi vous aurez 2%. Vous connaîtrez les 2%. Alors Denis Kwebo, les Ambazoniens, bon, ces bandes armées, disons-le comme ça, on dit ce qu'ils veulent. Ils se sont servis du cardinal Toumi et du chef Nso. Tout est clair désormais. Ils disent qu'ils veulent leur pays. Donc, comment le gouvernement opère ci désormais? Qu'est-ce qui doit être fait? Ouais, je crois que de temps en temps, lorsque la situation est grave, j'ai envie de dire quelques mots. Hein. Parce que c'est la facilité avec laquelle j'entends parler de la crise. Et puis bon, étant donné que vous invitez aussi les hommes politiques sur les plateaux, on fait la politique. On ne fait pas la politique en pays en guerre. Un pays en guerre, vous faites la politique, vous êtes en train de perdre votre temps, puisque vous savez, à tout moment, vous pouvez mourir. C'est la politique qui gère le pays, Denis. Je viens, monsieur le maire. Si moi, je suis policier, si j'étais policier, vous parlez comme vous avez parlé sur le plateau. Le jour où vous appelez le 117, je vous dis que mes dialoguer avec les gars qui sont autour de votre maison, c'est moi, policier. Vous m'appelez, je ne viens pas chez vous. Si je suis policier, vous appelez 117, je dis, bon, grand, dialoguer avec eux, puisqu'on a enseigné votre maison. Et puis, quand on va me convoquer, moi, policier, je dis, ben, vous savez, ils ont su que... Monsieur... de dialogue, Denis. Je viens, monsieur le maire. J'ai dit que, comme ça, le jour où on me convoque, il dit, ben, vous savez que les gars qui sont allés chez monsieur le maire, ils avaient fait 1 semaine sans manger. Moi, j'avais entendu monsieur le maire dire que si quelqu'un fait 3 jours sans manger, il a une autre attitude. Quelqu'un a une autre attitude quand on ne vous a pas agressé vous-même. Tout à fait. Vous savez, j'ai fait une digression avant de répondre parce que l'allée est grave. Nous sommes allés, on était vers la zone industrielle d'Indokoti avant-hier, avec un ami qui est venu du Nigeria. Et on a vu un tricycle qui passait avec du fer. Ils arrivent là-bas, les enfants sortent du quartier. Ils commencent à... Nous, on a cru qu'ils commencent à décharger le... Moi, nous, on pensait qu'ils déchargent tout le fer. Les autres, ils accélèrent, ils fuient. Ils ont fait tomber une partie du butin devant tout le monde. Devant tout le monde. Quand vous regardez le truc de balafre et que tout le monde a au moins 3 ou 4 dents en moins, vous comprenez quel est le problème. Ça se passe comme ça ici à Douala. L'autre jour, on a eu des gens qui sont venus dire, ben attends, ces gens, ils ont défié l'armée. Ils n'ont pas défié, que ceux qui ont essayé de faire quelque chose ici, ils n'ont pas défié la police. En quelques jours, on les a mis hors d'état de nuit. Ça veut dire que les choses sont possibles. Je reviens au Nozo. Edouard a voulu parler de quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Si vous permettez que je donne des éléments historiques pour qu'on comprenne ce qui est en train de se passer. On a perdu le temps, on a moins de 5 minutes pour sortir de cette émission. Donc, je vous donne une minute. Pendant des années,
on a enlevé les gens sur la façade maritime. Un beau jour, j'étais sur votre plateau et j'ai annoncé une attaque. On était ensemble. On a attaqué Bonabéry. Oui. Depuis l'attaque de Bonabéry, il n'y a plus jamais eu d'attaque, jusqu'à aujourd'hui. Ok, ça passe. Lorsque les affaires de l'extrême nord ont commencé, il y avait un projet. Le projet, c'était une attaque sur la capitale, c'est-à-dire une prise de pouvoir par les armes à Yaoundé. Et il fallait amener Biya à dégarnir la capitale. Donc, il faut renforcer l'insécurité aux frontières pour qu'il dégarnisse sa capitale. Zéro. Tout le monde a demandé au président d'envoyer les militaires au front. Zéro. Il dit, vous restez, ces militaires restent là dans la capitale. Il n'y a rien eu. La crise du Nozo est passée, après 2017, on était dans autre chose. 2017, nous avons vu ce qui s'est passé. On a suivi les péripéties, et quand on a mis les leaders du consortium en prison, tout le monde, le Cameroun s'est levé. Nous tous, on a dit, maintenant, pour que toute la situation revienne à la normale, libérer les leaders du consortium. Ils ont été libérés. Quand ils ont été libérés, il y a eu une autre crise. Maintenant, la criminalité est revenue. Et ces gens n'ont rien à voir. Là, je suis d'accord avec vous que le SDF avait le premier projet fédéral qui était un projet politique. On ne peut pas mettre quelqu'un en prison pour un projet politique. On ne peut pas dissoudre un parti pour un projet politique. Parce que ce projet donc aujourd'hui, au Cameroun, ce qui va se passer, c'est que de cette crise. Alors, les ambassadeurs sont tombés dans leur propre piège. Ils ont touché là où ils ne devaient jamais toucher. Ils ont donné toutes les raisons pour que la guerre se fasse. Vous avez lu le dernier communiqué du gouvernement. Le ministre a dit et m'a rejoint. Parce que j'ai eu une discussion avec quelqu'un de CPP. Il vous dit que c'était une rébellion. L'État lui-même a refusé de dire rébellion. Depuis deux semaines, le Premier ministre, le Mincop dit rebelle. Et pourquoi ils ont d'abord refusé de dire non, parce que l'État voulait tout penser que ce sont nos enfants. Pour ne pas créer de problème. Maintenant, on vous dit rebelle. Ça veut dire que vous savez comment on fait des rebelles, n'est-ce pas? Okay. Donc maintenant, ils ont donné toutes les armes pour que la guerre se fasse. Il ne faut pas avoir peur de la guerre. Et ceux qui font semblant d'avoir peur de la guerre, c'est ceux qui soutiennent la guerre. J'ai attaqué des gens sur Twitter. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont payés pour parler de cette affaire. Je sais qu'ils sont payés. Et quand ils me voient tweeter, ils savent que je sais. Même si on n'est pas obligé de venir parler ici. Et on connaît ces gens. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est qu'il y aura la guerre. Et la meilleure des choses qui puisse arriver, c'est qu'on a fait une loi contre le tribalisme. Il faut que le président envoie un projet de loi à l'Assemblée contre la sécession. Et à partir de ce moment, donc, la guerre va être menée aux sécessionnistes et leurs complices. C'est clair. S'il ne le fait pas, il y aura encore... et le dialogue, il faut aussi dire que il ne faut pas que cette criminalité-là empêche le pouvoir en place de maintenir le dialogue politique avec les forces politiques. D'accord. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Il faut que le dialogue politique, là c'est pour qu'on ne dise pas que... Il ne faut pas confondre monsieur le maire. Le dialogue politique avec les forces politiques qui comptent au NOZO et dans tout le reste du pays doit même être renforcé dans le pays parce que maintenant, on ne parle plus... Quand on va parler de la guerre contre ceux qui sont... contre les criminels, ça n'a rien à voir avec les honnêtes citoyens ou des hommes politiques qui mènent une bataille dans le cadre des institutions qui existent. D'accord. Edouard Fauchivé, depuis quelques heures, c'est un secret de Polichinelle. On a désormais fait aux rebelles. Quelle doit être l'attitude du gouvernement pour sortir de cette crise? Le gouvernement, quand on est face aux rebelles, qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut éliminer les rebelles. Donc, il faut maintenant... Nous n'avions pas pensé passer à la force 4. Et je crois que maintenant, tout est prêt. Parce que, n'oubliez pas derrière, Narcisse, que les enfants doivent aller à l'école. Tout à fait. Donc, pour aller à l'école, les enfants, les familles doivent se sentir en sécurité. Et cette sécurité ne peut venir que de nos forces républicaines. Et donc, il faut demander à la force républicaine maintenant de combattre les rebelles. Et ne pas oublier que la population... Ne pas oublier, pousser les rebelles hors de nos frontières. Edouard, ne pas oublier qu'il y a un élément nouveau. La population qui a compris maintenant qu'il faut n'est-ce pas, mettre le sécessionnisme criminel de l'autre côté. Parce que maintenant, ils ont collaboré, même pour la libération. Ils voyaient que les gens soient levés pour que le cardinal soit libéré. Sinon, donc nos frontières Narcisse, doivent être plus que jamais contrôlées. Donc les rebelles doivent sortir de nos frontières.
La première des choses. Or, ceux qui refusent de sortir en attendant que la loi sur les CCE soit programmée à l'Assemblée, il faut repousser les rebelles hors de nos frontières, comme ça s'est passé au Zaïre à l'époque. Je parle de l'ancien Zaïre pour que vous compreniez. Les rebelles étaient repoussés complètement. Et ceux qui tentent d'entrer dans notre territoire, le triangle national... Il dit que le Nigeria aussi a commencé à les soutenir. Il faut qu'on... Monsieur Fauchivet donne l'impression, avec ce qui s'est passé au sujet des enfants, il donne l'impression que ce n'est que l'école qui a un problème. L'administration même a des difficultés pour fonctionner là-bas. Il sait que les sous-préfets, les préfets ne peuvent pas travailler sereinement. Il a parlé d'élèves parce que c'est le dernier carreau. Vivement, et comme Denis disait tout à l'heure par rapport à la police, que s'il y a un problème qu'on appelle la police, que la police dise que non, les bandits avaient faim et tout ça. Non, le bandit ne va qu'agresser celui qui a quelque chose. C'est pour ça que nous demandons... On fait quoi de lui? J'en arrive, Denis. C'est pour ça que nous demandons qu'il y ait un minimum comment je veux dire, de répartition de l'amende pour que chacun puisse manger à sa faim. Tu penses, Denis, que si tu as mangé et celui qui n'a pas mangé, qui est-ce qui viendra agresser? C'est toi, bien sûr. Il n'a pas mangé, pourquoi? Non, là c'est un autre débat. Il peut refuser de travailler, mais aussi la majorité par rapport à la répartition de la richesse, on devrait mettre l'accent dessus. Pour dire que chacun est mal à l'aise face à cette situation. Il n'y a pas un politique qui va soutenir qu'on divise le pays pour lequel il aspire diriger. Mais de grâce, que nous aussi, nous qui avons la responsabilité de diriger ce pays, descendions de notre piédestal, de notre orgueil, que c'est vrai, des analyses sont faites. Il y a même... C'est clair, ce que vous avez parfaitement raison, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas de dialogue politique. Mais voilà, parce que tout à l'heure, M. Fauchivet a dit, on va discuter avec qui? La guerre, quelque part, c'est l'échec du dialogue. Et on en arrive à la guerre parce qu'on a refusé de dialoguer. Et pour arrêter une guerre, on s'assoit autour d'une table. Donc si on peut éviter la guerre en s'asseyant autour d'une table avant, c'est toujours mieux de le faire. Donc de discuter avec toutes les parties, d'essayer de trouver un arrangement. Dans une discussion, vous ne pouvez pas tout obtenir. Vous allez faire des concessions. Il faut faire des concessions. Ben voilà, parce que si on développe uniquement le discours de la violence, peut-être l'escalade va se multiplier et on n'en sortira pas. D'accord. Chers téléspectateurs, ne m'interrogez surtout pas sur l'absence de Max Ouabo du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Nous l'avons attendu jusqu'à la fin de cette émission, aucun signe. On va remercier Edouard Fauchivet du RDPC d'être passé par ici. On va rappeler que c'est un expert en transport et logistique, c'est bien ça? Tout à fait. Merci également à Achila Zemba, militant du SDF. C'était un plaisir de participer. Ancien maire de la commune d'arrondissement de la 3e. Ouais. MRS reste maire. Merci. Tu ne tombes pas souvent Merci au Cameroun. de le reconnaître. Et Denis Kobo, notre consultant maison, j'aime bien dire consultant attitré, ça fait plusieurs années qu'il est là. Il travaille sans salaire. Je suis comme le président Biya sur ce plateau. Donc il travaille sans salaire. Il travaille sans salaire, ça veut dire. Non, il n'en a pas besoin. Il a dit. Il n'y a pas besoin. Il rend service à la nation. Il aime son métier. Il aime son métier. Il va en voiture. Et la voiture ne peut pas de carburant. Il aime son métier. J'ai de quoi avec le carburant. Merci Denis Kobo. Bon, on en discutera. Mesdames et messieurs, merci. On va remercier Yamen Adonis qui a assuré la réalisation de cette émission. Nono Fotsué était du côté des caméras. Le maquillage était l'affaire de Mébel Chimie. Rediffusion de cette émission, c'est ce soir à partir de 20h30 depuis demain lundi à partir de 13h30. Vous pouvez nous resuivre. Vous pouvez resuivre cette émission à travers les réseaux sociaux, notamment YouTube et Facebook. Ce fut un plaisir, restez fidèles. Nos programmes se poursuivent en temps réel sur Spectrum Télévision. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir.